Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Musical Avenue, le podcast, l'émission qui traite de la comédie musicale sous toutes ses formes. Et ce mois-ci, avec la rentrée des classes, on a décidé de faire une petite leçon d'histoire avec les chroniqueurs de Musical Avenue et une invitée, puisqu'on se réunit pour parler d'un phénomène du monde musical de ces dernières années, Hamilton. How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence, impoverished and squalor, grow up to be a hero and a scholar? The $10 founding father without a father got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter. By 14, they placed him in charge of a trading charter. And every day while slaves were being slaughtered and carted away across the waves, he struggled and kept his guard up. Inside he was longing for something to be a part of. The brother was ready to beg, steal, borrow or barter. Then a hurricane came and devastation reigned. Our man saw his future dripping down. Et oui, pour lancer cette nouvelle saison de notre podcast, on a décidé de s'attaquer à ce mastodonte qu'est l'œuvre de Lin-Manuel Miranda. Je suis Florian et j'ai à nouveau le plaisir d'être le présentateur de cette nouvelle saison. Et bien évidemment, vous commencez à le savoir, je ne serai pas tout seul pour parler d'Hamilton. S'il pouvait participer à une cabinet battle, ce chroniqueur les remporterait sans doute haut la main grâce à ses avis bien tranchés. Vous l'avez compris, Romain est de retour pour cette nouvelle saison. Comment tu vas, Romain ? Ça va très bien, j'ai promis d'être sage cette saison, donc on va voir combien de temps je tiens. Ça risque d'être chiant si tu es sage cette saison. Moi, je ne suis pas pour, en fait. Est-ce que tu pourrais avoir des avis bien tranchés pour encore avoir des messages d'auditeurs qui nous disent que tes avis, justement, le sont ? Je vais essayer d'avoir de nouveaux haters, alors. Merci. Quand il entend la chanson My Shot, ce chroniqueur espère bien qu'on lui servira un verre. Je suis également accompagné de Philémon. Comment ça va, Philémon, ce soir ? Très bien, merci pour cette description, c'est exactement moi. Parfait. Et moi, je dirais aussi un toast pour le présentateur. Je n'en ferai rien, mais merci. Et enfin, pour terminer ce tour de table, je suis ravi d'accueillir une consoeur dans le mode des podcasts dédiés à la comédie musicale, Anna du podcast All That Jazz. Comment ça va, Anna ? Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir cette petite collaboration. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Nous, on est très fans de ton travail chez Musical Avenue et on s'est dit à toi et effectivement à ta compère. Fanny, voilà. Et on s'est dit pourquoi pas les inviter. Et on est très content de t'avoir en tout cas avec nous ce soir. Moi aussi, j'ai hâte qu'on discute de plein de trucs. Oh oui, ça c'est pas ce qui manque avec cette œuvre-là. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va se pencher un peu sur cette œuvre qui nous intéresse ce soir. Et je vais lancer cet épisode avec une première question. Pour vous, Hamilton, ça représente quoi ? Et je vais commencer avec toi, Anna. D'un point de vue, on va dire, personnel, ça a vraiment été un énorme choc. Je me souviens quand j'ai découvert assez tôt, je pense, il me semble, via une youtubeuse américaine. Moi, j'avais jamais entendu, je connaissais déjà bien la comédie musicale, mais j'étais pas non plus... je connaissais pas la grande variété des œuvres, et une comédie musicale hip-hop, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu, je pense. Je connaissais pas In the Heights. Donc je me souviens du choc absolu que ça a été de découvrir cette œuvre. Ensuite je suis devenue une énorme j'ai écouté en boucle l'enregistrement du cast original de Broadway. Et moi c'est une œuvre qui a vraiment été très importante pour moi, dont j'admire énormément l'écriture, à la fois musicale, à la fois dans les textes, dont j'admire la démarche. Et je pense que je suis pas la seule, puisque ça a été, on va dire, une révolution à Broadway, autant en termes artistiques que commercial. Énorme succès en termes de vente de billets. Et puis au-delà des ventes de billets à Broadway aussi, une comédie musicale qui est allée au-delà du public habituel de Broadway, qui a séduit des gens au-delà, des jeunes qui connaissaient pas forcément l'univers de la comédie musicale classique, mais qui était plus tournée vers le hip-hop, par exemple, et qui se sont eux aussi pris de passion, et un peu comme moi, plus en écoutant le disque, pas forcément au début, en tout cas, en étant allé voir la pièce à Broadway. Donc une révolution commerciale et évidemment artistique. Je pense qu'on va revenir plus précisément sur toutes les qualités d'écriture de cette comédie musicale. Philémon ? Mais c'est dur de rebondir là-dessus parce que je pense qu'Anna a tout dit. Mais effectivement, pour moi, Hamilton, ça représente Broadway à l'état pur, dans le sens, sur plusieurs tableaux, que
ça soit aussi bien sur scène avec des comédiens, des comédiennes qui sont très talentueux, des costumes vraiment bien, un décor magnifique, la table qui tourne, mais aussi dans son aspect transcendant où ils vont un peu briser les lignes et apporter quelque chose de nouveau, et aussi dans son aspect marketing, qui est une bonne et une mauvaise chose, mais tout ce qu'ils ont pu apporter dans l'aspect pour vendre des places ou autre et tout ça. Je critique pas forcément, hein, mais voilà. Pour moi, Hamilton, c'est, tu l'as dit, le mastodonte, et c'est ça, c'est vrai, c'est une machine inarrêtable qui détruit un peu tout, enfin détruit. Non, pas détruit, c'est pas le mot. Mais voilà, qui continue sur son passage et qui apporte beaucoup de choses en même temps avec elle. Romain. C'est un peu une réponse fouillie, mais bon. Ah non, mais t'inquiète, de toute façon. On va développer, t'inquiète. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, je veux dire, je pense qu'on a encore. C'est surtout pour ça, oui, voilà, je voulais pas trop rentrer. Non, mais on a un peu de temps pour développer, t'inquiète pas. Romain. Alors moi, je sais que personnellement, au tout début, j'ai eu du mal à m'y mettre parce que le hip-hop, c'est pas du tout mon univers. Et je m'y suis surtout intéressé parce qu'en fait, j'étais fan de Renée Elise Goldsberry par rapport à la captation de Rent où elle faisait Mimi et où elle était exceptionnelle. Oui. Et du coup, je me suis dit, tiens, elle fait un nouveau truc, on va regarder ce que c'est. Et j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, puis après, quand je me suis vraiment concentré, j'ai écouté les paroles, c'est brillant en fait. Et bon, tout a déjà été dit, mais j'ai pas l'impression d'avoir assisté à un moment historique dans le monde de la comédie musicale, et je pense que Hamilton est le Rent de notre génération. Exactement. C'est vrai. Donc après, nous développerons plus tard sur toutes les composantes de cet homme, mais voilà. C'est un peu chiant d'être le dernier du coup à donner son avis, mais parce que du coup tout a été dit, donc moi je vais pas déroger encore une fois à ce que vous avez dit, mais moi je suis un peu comme toi, Romain. J'ai découvert ça sans aucune appétence pour le hip-hop ou pour le rap, et j'avais l'impression en écoutant la première fois le cast recording que c'était beaucoup ça. Et je suis un peu passé à côté parce que on en faisait tout un foin à l'époque, puisque c'était le truc dont tout le monde parlait dans le milieu de la comédie musicale, et moi curieux que j'étais, je me suis dit bon allez, je vais aller écouter. Et je suis vraiment passé à côté, et c'est que quelques années après où je me suis dit peut-être que t'as vraiment pas écouté en profondeur le cast recording, et où là je me suis dit mais en fait c'est plutôt bien écrit, même très très bien écrit, c'est très bien interprété. Et quand c'est arrivé à Londres, je me suis vraiment plongé dedans pour essayer de comprendre un peu l'histoire et autres. Et avant d'aller le voir à Londres, bon, je l'ai pas vu à l'époque de son arrivée, je l'ai vu que récemment, parce que je l'ai vu qu'en mars de cette année sur scène. Mais voilà, pour moi c'est brillant. Comme disait Philémon, ça reste un mastodonte de notre génération, et je pense que ça a influé sur le Broadway actuel, et enfin sur le monde de la comédie musicale actuellement. Et on aura l'occasion d'en reparler. Un peu plus tard. Et c'est ça, et c'est marrant, c'est parce que Hamilton est à la fois inspiré de ce qui a été avant et aussi inspirant pour ce qui viendra après. C'est ça. On aura le temps de développer aussi là-dessus. Non, puis c'est hyper représentatif aussi de l'Amérique en fait. Enfin, il y a plein d'aspects, il y a plein de couches justement sur ce spectacle qui sont hyper intéressantes. En plus d'être justement l'histoire de l'Amérique, c'est l'évolution. Enfin, ça représente aussi l'évolution de l'Amérique et de tout ce que le multiculturalisme a pu apporter à l'Amérique ou autre. Et je trouve ça hyper intéressant. C'est ça. Et c'est pour ça que ça parle, à mon avis, énormément au public. Oui, je aussi, pense quoi. que c'est aussi ce qui fait ce qui fait la raison de son succès, et même en dehors des États-Unis, parce que ça aussi, c'était très casse-gueule de le faire, de l'exporter. Enfin, c'est sûr. Bon, après, voilà, on va un peu parler justement d'Hamilton, mais on va revenir à la genèse du projet. Enfin, l'idée d'Hamilton, elle vient à Lin-Manuel Miranda en 2008, alors qu'il prend des vacances entre deux performances de In the Heights. Il lit une biographie écrite par Ron Chernow sur la vie de ce père fondateur des États-Unis, qui va l'inspirer pour écrire un rap qu'il développera plus tard en spectacle. Mais il va falloir attendre l'année 2009 pour voir le projet prendre forme. À l'époque, donc Lin-Manuel Miranda est invité à un concours de poésie organisé par Barack Obama et Michelle Obama, donc à la Maison Blanche, où il est censé interpréter les chansons de In the Heights. Et à cette occasion, il va interpréter la première version de la chanson Alexander Hamilton. Et s'ensuit une ovation du public une fois qu'il a terminé la chanson, ce qui le conforte dans l'idée de développer l'idée d'un spectacle complet. Et donc, il va développer son projet qui s'appelle The Hamilton Mixtape, qui jouera pour la première fois dans une version workshop, donc qui ne contient que le premier acte et 3 chansons du deuxième acte, en 2013. Et il va falloir attendre 2015, donc le 20 janvier plus exactement, avant de voir le spectacle complet arriver en Off-Broadway au Public Theater de New York. Et suite au succès immédiat du truc, ça se vend à guichet fermé, ça marche super bien. Le spectacle sera prolongé à 2 reprises avant son transfert à Broadway en 2015, le 13 juillet, au Richard Rodgers Theater.
Bon, maintenant qu'on a retracé un peu l'histoire du spectacle, on va parler du spectacle en lui-même, parce que je pense qu'autour de cette table, on a tous eu l'occasion de le voir sur scène ou de voir la captation disponible sur Disney+. Du coup, toi, ton avis sur le spectacle, Anna, pour commencer? C'est bien. Est-ce que tu peux développer, parce qu'on aime bien aussi les développer Alors, on s'arrête pas là, mince. Ah non, bah non. Moi j'ai eu l'occasion de le voir sur scène à Londres en avril 2018, donc ça venait juste d'ouvrir, il me semble. On avait pris les places plus d'un an en avance, on était vraiment au taquet. Je me souviens du jour où on a réussi à obtenir les places pour avril 2018, où on l'a vu sur scène. Moi je connaissais déjà absolument par cœur au moment où je l'ai vu sur scène. Donc le moment évidemment j'ai adoré sur scène, mais ça n'a pas été peut-être autant une révélation que les multiples écoutes que j'avais faites. Je me souviens de la première fois que j'ai entendu My Shot, je crois que c'est My Shot le premier numéro que j'ai entendu, et j'étais là, mais c'est quoi ce truc où ils sont en train de parler de l'indépendance des États-Unis, du conflit avec l'Angleterre. Enfin, ça me paraissait tellement fou qu'un tel projet existe. Et voilà, je pars un peu dans tous les sens, mais sur scène, évidemment, en Angleterre, c'était exceptionnel parce que aussi on voyait toute une dimension qu'on connaissait pas parce qu'il n'y avait pas encore la captation qui n'est arrivée sur Disney+ qu'à l'été 2020, ouais. Je me souviens que j'avais été bluffée par la danse. Je trouve qu'en termes de chorégraphie, on n'en parle pas forcément énormément parce qu'il y a tellement de dimensions passionnantes dans l'écriture de Lin-Manuel Miranda que voilà, on parle pas forcément de la chorégraphie, mais je me souviens avoir été étonnée à quel point c'était dansé et à quel point c'était bien dansé. Enfin, il y a un ensemble vraiment très bien utilisé, et puis aussi la mécanique de la scène, comme disait Philémon, là, je sais pas comment ça s'appelle, turning table, la table qui tourne. et puis et les décors qui s'avancent sur les côtés avec les personnages qui montent, etc. C'est très impressionnant. On est sur du grand spectacle, on est un peu dans la lignée des méga musicals des années 80. Voilà, on est vraiment sur un truc qui envoie, quoi. Donc ouais, moi dès le début ça m'a vachement pris, et je sais même pas par quoi commencer tellement il y a de dimensions intéressantes, mais peut-être j'avais envie de parler du casting, et pas forcément pour disséquer, même si on pourra disséquer chaque interprète parce qu'ils sont tous absolument géniaux, mais pour parler on l'a pas encore dit, du fait que donc tous ces gens qui sont les pères fondateurs des États-Unis, donc il y a Washington, il y a Jefferson, qui sont leurs femmes, qui sont tous les politiciens de cette époque, tous ces gens sont interprétés par des acteurs non blancs. Donc il y a un choix de casting très audacieux, très étonnant. Je crois que la formule qu'avait Lin-Manuel Miranda, c'était de dire que c'était America then, told by America now, donc l'Amérique de l'époque racontée par l'Amérique d'aujourd'hui. Donc ce que tu disais sur le multiculturalisme et tout ça, et c'est évidemment passionnant, c'est évidemment un message politique très fort, aussi pour promouvoir les artistes non blancs à Broadway, qui ça commence à quand même pas mal se développer. Il y a de plus en plus d'artistes asiatiques, noirs et latinos, etc. Mais c'est quand même pas encore complètement facile pour eux. Et donc là, avoir une pièce qui propose d'avoir quasiment tous les rôles, sauf évidemment, et c'est intéressant, sauf le rôle du roi George, évidemment, parce que lui il représente l'ancienne école, donc il est joué par un acteur blanc. Et donc cette dimension-là est passionnante, et aussi elle permet à l'œuvre de pas être trop, un peu édifiante sur « Oh, regardez, c'est génial, les États-Unis, regardez-moi ces génies qui ont créé ce super pays que nous sommes ». Si c'était interprété par des acteurs blancs, ça serait un peu trop premier degré, un peu trop voilà l'histoire de nos super pères fondateurs. Alors là, du coup, le fait que ça soit des acteurs non blancs, tout de suite donne une dimension un peu critique, surtout que évidemment on sait bien que les pères fondateurs étaient pas forcément irréprochables, notamment certains d'entre eux, une bonne partie étaient esclavagistes. Enfin voilà, il y a toute cette dimension là, et voilà, j'avais envie de parler un peu de cette histoire de casting que je trouve est très fort comme geste en fait. C'est ce qui a fait sa force au départ, et il y a eu un gros écho justement là-dessus, parce qu'en plus du casting qui est non coloré, il y avait aussi les costumes en bas de la tête, c'était des costumes d'époque, mais en haut ils portaient des coiffes, des bonnets, des choses modernes. Il y avait tout ce vent d'air frais nouveau qui arrivait sur Broadway. On se disait mais putain, ça c'est un truc nouveau, ça c'est un truc que j'avais pas encore vu, et c'était une porte dans le pied pour justement que tout le monde s'engouffre dedans et puisse voir cette œuvre. Non, c'est clair. Mais du coup, toi, ton avis, Philémon, sur la question? Alors moi, ce que je dirais, si je résume
Hamilton, en un mot, ça serait riche à tous les sens, que ça soit effectivement pour les décors, les costumes, les performances, mais aussi les paroles, les musiques. C'est vraiment agréable d'écouter, même si je suis pas rap du tout à la base, alors vraiment pas du tout. Mais j'apprécie écouter Hamilton. Riche aussi dans le sens où c'est un des défauts de Miranda, c'est qu'il est souvent dans le trop plein. Il donne, il est très 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 généreux. Moi, je l'adore, hein, donc j'adore ça. C'est vrai que des fois, il est dur à suivre, où il part très 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 loin. T'as parlé de quand il a annoncé ce projet à la Maison Blanche justement, et t'as pas parlé aussi des réactions du public où ils sont tous genre une comédie musicale sur le père fondateur. Tout le monde est là, quoi en rap? Quoi? C'est ça, il y avait que Miranda pour porter un projet pareil, je pense. Et aussi un projet très casse-gueule si c'était pas quelqu'un qui avait le talent de Miranda, ça aurait pu faire un pétard mouillé, quoi. Mais bon, voilà, Miranda est cette force qu'il est, qu'il se lance dans un projet, ouais, je veux le faire. Et en plus, on a la chance qu'il le fasse bien, donc c'est voilà, c'est ça. Et j'ai pas dit justement la première fois que j'ai vu Hamilton ou que j'ai entendu parler d'Hamilton, ce qu'on a tous raconté. C'est un peu comme vous aussi. La première fois que je l'ai vu, c'était un bootleg. Alors je suis pas très très fier parce que je regarde pas les bootlegs. J'en ai regardé 3 dans ma vie. Mais vraiment, je déteste ça parce que souvent en plus c'est de mauvaise qualité, donc je les évite si possible. Mais c'était une époque au tout début d'Hamilton où tout le monde en parlait, même dans les séries ou autres. Et j'arrêtais pas d'entendre parler de Hamilton et je savais pas du tout ce que c'était. Et du coup, je suis pour une fois, je vais regarder un bootleg. Et j'ai regardé ça, et je me suis dit, franchement, c'est quoi tout ce tintouin, c'est juste l'histoire d'un mec qui a trompé sa femme et son fils est mort dans un duel. Enfin, vraiment, j'étais passé complètement à côté, oui, c'est bien, mais bon, c'est pas non plus ouf, quoi. Et à l'époque, je connaissais pas trop Broadway, je connaissais la comédie musicale, mais pas Broadway. C'est pour ça que vous pouvez me juger. Je savais pas ce que je savais. Et après, donc, j'ai plongé un peu plus dans Broadway et tout ça, et finalement, du coup, Hamilton est revenu plusieurs fois et j'ai creusé un peu plus. Je fais, mais en fait, j'étais complètement idiot. J'étais complètement passé à côté parce que c'est quand même incroyable, quoi. Romain? Alors, la toute première fois que j'ai vu Hamilton, c'était pas à Londres, c'était avec le club comédie musicale de Sciences Po qui avait qui avait monté Hamilton. Et j'étais en mode, ils sont fous, mais je vais y aller parce que ça a l'air intéressant. En français ou en anglais? En anglais, c'était intégralement en anglais. Ok. Et je suis très content de l'avoir vu parce qu'il y avait des surtitres quand j'y suis allé. Ah. Donc ça m'a permis, même si je comprends l'anglais, de quand même mettre les choses un peu à plat et d'avoir les bonnes paroles. Et en plus, franchement, ils en sont bien débrouillés. Après, c'est pas des professionnels, donc le niveau était assez hétérogène. Il y avait une excellente Angelica, j'ai pas son nom, mais si elle nous écoute, bravo à toi. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé quand je suis allé voir le spectacle à Londres. C'était 1 an après que ça ait commencé. Et du coup, j'avais vu tous mes amis partir les uns après les autres le voir et je les jalousais dans mon coin. Et j'ai été scotché par le spectacle et surtout... Et non, on dit que c'est une comédie musicale très riche, Hamilton, mais il y a aussi une certaine simplicité dedans, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, notamment au niveau du décor. Enfin, ça fait penser aux Misérables, par exemple, où au final, le décor que tu vois en entrant dans la salle est le même quand tu pars, et très peu de choses ont bougé, il y a très peu d'accessoires, et ils arrivent à te créer une atmosphère dans se mettre au port au début, quand ils débarquent dans la taverne, la salle de bal... tout ça et le champ de bataille. Voilà, exactement. Oui. Et je trouve que on est comme dans une époque où il y a quand même une débauche de moyens dans les comédies musicales. On essaie d'avoir le plus de décors possible, souvent pour cacher la misère. Et dans le cas d'Hamilton, l'œuvre a la place pour respirer et pour vivre et le message se passe extrêmement bien. Exactement. Et puis bon, il y a des morceaux de bravoure qui sont sublimes. Enfin, on en reviendra, mais je pense à Satisfied, qui est vraiment un des meilleurs morceaux de théâtre musical de ces dernières années. Et non, c'était... Voilà, comme pour citer ce qui a été dit au début, c'est bien. Moi pareil, je l'ai vu un peu tard du coup, parce que ce que je disais tout à l'heure, moi je l'ai un peu découvert parce que tout le monde en parlait dans le milieu de la comédie musicale et même dans la pop culture. En fait, il y avait beaucoup de séries qui parlaient de la difficulté des places, enfin d'obtenir des places pour aller voir Hamilton. Ça a vraiment été un running gag de beaucoup de séries américaines justement pendant des années, au moins de 2016 à 2018 je pense.
Et du coup, c'est vrai que j'en entendais parler, je me suis dit, bon, faut vraiment que je m'y mette, peut-être, mais je comprends pas pourquoi on en parle autant. Et c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, l'écoute du cast recording m'a pas charmé. Et quand c'est arrivé à Londres, je me suis dit, il faut que j'y aille. Sauf que j'ai jamais pris le temps d'y aller. Et que quand la captation est arrivée en 2020, entre les 2 confinements, je me suis dit, bon, bah vas-y, c'est l'occasion, t'auras peut-être pas, enfin là, pour le coup, tu peux pas partir le voir à Londres, donc bah regarde-le sur Disney+. Donc ma première, effectivement, approche d'Hamilton, en plus du cast recording, c'était la captation sur Disney+. Et là, j'ai été totalement bluffé par ce que j'ai vu, parce que je me suis rendu compte de toute l'œuvre, que ce soit musicalement ou visuellement, toute l'intensité de cette œuvre-là, que je me suis pris une grosse claque dans la figure. Alors, ce que disait Anna tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas justement tous les aspects, c'est-à-dire la chorégraphie, je trouve qu'elle est un peu justement coupée de la captation, parce que c'est beaucoup de gros plans sur les visages des acteurs et autres. On n'a pas vraiment ce truc de chorégraphie. Donc, mais la première approche que j'en ai eue, c'était hyper positif. Et du coup, là, cette année, j'y suis allé au mois de mars avec des amis avec qui j'avais montré la captation et qui voulaient absolument le voir aussi sur scène. Et reclaque, parce que je me suis dit, là, je me suis rendu compte de l'intégralité de l'œuvre et tout ce qui faisait c'est effectivement son succès. Et même si effectivement j'ai eu la fâcheuse tendance de comparer avec la captation, parce qu'évidemment c'était ma première approche avec l'œuvre, chose qui est inévitable je pense de comparer, je me suis laissé porter et je suis ressorti du théâtre bouleversé, parce que je me suis dit, j'ai vu quelque chose de très grand. Et c'est rare que je me dise ça en sortant d'une comédie musicale. Vraiment là je me suis dit, je comprends mieux pourquoi c'est considéré comme un chef-d'œuvre des temps modernes dans le théâtre musical. Donc, et puis voilà, tout ce qu'il y a eu autour aussi. Mais c'est vrai que s'il y a, ce que disait Romain, il y a des chansons, par exemple Satisfied, qui sont incroyables. On va pas se mentir, mais. Et puis c'est vrai, c'est que bon, c'est toujours difficile de s'éloigner des interprètes originaux, surtout que maintenant ils sont filmés et tout. Mais je trouve qu'il y a quelque chose dans l'écriture qui laisse aussi la place aux interprètes de s'approprier les rôles, parce que ça reste quand même des rôles très très bien écrits et qui ne sont pas juste des choses faites sur mesure sur les artistes, et c'est ça qui est beau. Surtout que c'est pas des archétypes, c'est pas des clichés ambulants, c'est-à-dire que c'est ça aussi qui fait la grande force des personnages d'Hamilton, c'est que c'est des personnages qui sont définis, qui sont hyper bien écrits. Que ce soit, je suis vraiment d'accord. Non, mais que ce soit Alexander Hamilton, que ce soit Eliza, que ce soit Angelica, même Angelica qui a très peu d'apparitions dans le spectacle. Ouais, mais en fait, on la retient parce que déjà, elle a incroyable. Ouais, elle a une chanson qui est incroyable et surtout, elle a un charisme. En tout cas, Renée Elise Goldsberry avait ce charisme justement. Ouais. Mais même, je trouve que même dans d'autres interprétations, elle reste en tête parce que il y a Skylar Sisters et il y a Satisfied qui est en fait le gros moment d'Angelica, et que même si tu la revois très peu dans la pièce, elle reste quand même un personnage clé de l'intrigue. Oui. Quoi. Et il y a toute la correspondance avec Hamilton qui est magnifique aussi, à chaque fois où ils s'envoient, où ils disent juste je suis un océan et bientôt je serai juste un moment de toi, où elle demande aussi, t'as mis une virgule à un moment, est-ce que et selon la virgule ça change tout le sens, leur correspondance elle est magnifique. Et je suis d'accord avec toi sur le développement des personnages. T'as aussi la dualité qui est vachement bien faite, où t'as plusieurs comédiens ou comédiennes qui jouent 2 personnages, mais qu'en fait à chaque fois ces 2 personnages ont quand même un lien entre eux, et ce qui est aussi mis en avant dans l'ouverture, où par exemple Lafayette et Jefferson ils disent moi je suis combattu avec lui, le fils John Lawrence et puis moi je suis mort pour lui, tu vois, et c'est à chaque fois de petits détails dans Hamilton où tu dis, quand tu les trouves t'es là, t'as limite un orgasme musical parce que t'es là, mais ça c'est trop fort, et beaucoup de choses on dirait que c'est un peu de la Sirène des Pitiés où il l'a trouvé un peu comme ça. On sait pas comment ça s'est fait, mais t'as une sorte de glu magique qui fait que tout tient ensemble et tout fait sens, qui est incroyable quand même dans ce show, quoi. Et tu comprends pourquoi Miranda il a mis autant d'années pour l'écrire, parce qu'à la fin on a quand même un produit fini qui tient sur la ligne, qui est complet, quoi. Non, mais c'est clair. Et sur l'écriture des personnages, il y a aussi, on n'a pas encore parlé, mais Aaron Burr, donc qui est l'antagoniste de l'œuvre, qui est aussi le narrateur de l'œuvre, qui démarre, il apparaît plusieurs fois comme narrateur, mais notamment dès la toute première chanson, c'est lui qui commence en fait.
et qui présente Hamilton et qui annonce dans la chanson, au sein de la chanson, qui va lui tirer dessus à la fin. Donc on a une annonce en fait. Et du coup, on sait qu'il y a un truc fatal qui va se passer, et ça nimbe toute la perception de Love, même les moments qui sont plutôt joyeux, etc. On sait qu'il va y avoir quelque chose, qui vont finir par s'affronter, parce qu'au début ils sont plutôt amis, puis ils deviennent, on va dire, adversaires politiques, etc., puis carrément ennemis. Et cette caractérisation d'Aaron Burr est très très subtile, hein, ce personnage qui attend son heure, qui est très opportuniste, voilà, qui est jaloux, qui est opportuniste, qui cherche à se faire une place. Et en même temps, qui se mouille pas non plus. Voilà, exactement. J'adore ce personnage-là. Il veut pas se mouiller non plus, contrairement à Hamilton, qui a vraiment de très fortes convictions et qui les pousse au maximum. Lui, il reste à distance, mais en même temps, on le comprend, c'est pas non plus un horrible bonhomme. Et cette subtilité de la caractérisation est très très forte, je trouve. Puis c'est surtout que tu peux pas entièrement le détester, parce que encore une fois, les personnages sont tellement bien écrits que Aaron Burr a aussi des moments justement hyper touchants, comme à la naissance de sa fille, justement avec la chanson de Dear Theodosia, ou même quand il t'annonce justement quasiment au milieu de la pièce, qu'il te dit en fait j'ai couché avec la femme d'un soldat anglais, machin, et du coup elle est enceinte. Tu te dis, il a aussi une vie perso, même si on s'attarde moins dessus par rapport à Hamilton, mais ça aussi, en fait, il y a cette espèce de parallèle qui fait, entre les deux d'ailleurs, Dear Theodosia, je crois qu'il y a Hamilton aussi qui parle de la naissance de Philippe en même temps, donc ils deviennent pères quasiment en même temps, en tout cas dans la pièce, et du coup, t'as vraiment ce truc où c'est deux pères de famille, et où l'autre, plus ou moins tu le détestes parce que l'histoire te dit de le détester, machin, et l'autre, t'as plus d'empathie pour lui parce que, voilà, c'est le protagoniste, on va dire. Donc, paradoxalement, il y a quand même des moments dans la pièce où Hamilton est assez insupportable. Avec son petit côté tête à claque, je sais tout, moi tout me réussit, je prends une plume et le monde est à mes pieds. Mais je pense que c'est voulu aussi de la part de Miranda de l'écrire comme ça, justement pour montrer que le personnage a des failles, et c'est pour ça aussi qu'on insiste beaucoup sur sa descente aux enfers dans l'acte 2. Parce que c'est vraiment une espèce de success story où effectivement il grimpe dans l'acte 1 jusqu'à arriver à un équilibre, on va dire, à la fin du premier acte, pour arriver au fond du gouffre dans l'acte 2. Et c'est ça, pour moi... Une grosse évolution chez Hamilton qui est très appréciable. Tu le vois au début quand il rejoint l'armée pour se battre contre l'Angleterre, où il a un côté limite petit chiot qui est tout jeune et qui a envie d'aller partout, et qu'on n'arrive pas à retenir. Et puis plus ça va, et plus tu sens ça s'agit aussi. La perte de son fils, ça lui fait un gros coup. Tu vois vraiment bien l'évolution du personnage pendant toute la pièce, et c'est beau aussi, oui. Mais c'est ça qui est assez fort, c'est qu'en 2h30 de spectacle, il arrive à faire évoluer des personnages de façon totalement logique, tout en montrant effectivement une partie de l'histoire que nous, en tant qu'Européens, on connaît moins, tu vois, ou que les Américains, ou peut-être que certains Américains n'ont pas eu, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a très peu de gens aux États-Unis qui doivent connaître Hamilton, à part en tant que père fondateur des États-Unis. Qui est sur les billets de Voilà, c'est ça. Mais je pense pas qu'il s'intéresse à son histoire perso ou ce qui s'est passé avec sa femme. Mais ça revient aussi à ce que dit Hamilton, c'est qui meurt et qui écrit l'histoire. Voilà, c'est ça. Et donc c'est vrai que Hamilton, il a beaucoup été effacé. Et c'est aussi le projet de Miranda là-dedans, c'est de re-raconter ce récit-là aussi, parce que honneur aux vaincus. Non, c'est malheur aux vaincus, effectivement. Comme quand il n'y a plus personne pour raconter l'histoire d'Hamilton, on l'avait oublié. Et depuis, il a eu un regain. Il y a tous les cours d'histoire aux États-Unis, il y a tout le monde qui se bat pour faire leur exposé sur Hamilton. S'il n'y avait pas eu la comédie musicale, ça aurait été pas été le cas. C'est le sens. Ils voulaient enlever des billets de $10, et comme il y a eu la comédie musicale, ils l'ont remis parce que maintenant on peut plus. Il est populaire. Mais comme tu me dis, c'est le sens aussi de cette fin où on voit Eliza, donc elle raconte qu'elle va perpétuer sa mémoire et continuer ses combats, et qu'à la toute fin de la pièce, il y a le fameux truc qu'on voit que si on a vu la captation, à la fin où elle a le gasp final, où a priori ça signifie qu'elle voit comme si elle avait une vision du futur, où tout d'un coup elle voyait que cette pièce a existé, et que du coup tous les combats d'Hamilton ne sont pas oubliés, quoi. Mais c'est ce que j'allais dire justement. Moi je trouve qu'il y a un côté très méta aussi que Lin-Manuel Miranda apporte à plein de moments, notamment dans son écriture, parce que du coup donc il y a ce fameux gasp d'Eliza qui du coup Hamilton l'emmène avec lui sur le devant de la scène, et où elle voit le public, parce que c'est regarde l'histoire est racontée, machin, et où elle est surprise, justement, cette espèce de stupeur qu'elle a sur le visage, qui est déchirant d'ailleurs. Et surtout, il y a plein de moments par exemple dans Burn, elle
Eliza dit I'm erasing myself from the narrative. Donc il y a vraiment ce truc d'écrire l'histoire et très méta. En fait, oui, plus ou moins, presque les personnages sont conscients qu'ils sont dans une histoire qui est racontée à d'autres personnes, et je trouve ça hyper brillant. Et t'as toute cette réflexion justement sur la trace que tu vas laisser dans le temps. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu l'obsession de Miranda dans cette... Et que ça soit aussi dans les récits ou dans les lettres ou dans les discours. C'est ça. Ça passe aussi, c'est la trace que tu laisses. Il parle toujours de la legacy. Hamilton, il n'arrête pas de répéter What is my legacy? Quel sera mon héritage, quoi. Mais c'est l'obsession de son personnage pendant toute la pièce. C'est qu'est-ce qu'il va laisser. C'est pour ça que tout le deuxième acte... ce que je trouve très intelligent, c'est justement qu'est-ce qu'il a laissé en tant que politique, et que c'est pour ça que la pièce est scindée en deux. C'est la carrière militaire dans un premier temps, et ensuite la carrière politique. Et vraiment, t'as toute cette réflexion qui est là derrière, et je trouve ça, brillant, justement, de réfléchir à l'héritage que tu peux laisser, et surtout en tant qu'effectivement figure historique, mais aussi en tant que peuple, parce que je pense qu'il réfléchit aussi à l'histoire du peuple portoricain, parce qu'il faut pas oublier que Hamilton est portoricain, et justement de l'histoire de l'Amérique, et comment elle a été forgée par les immigrés aussi. Exactement. Notamment avec la petite phrase qui, je pense, a fait rire tout le monde, Immigrants, we get the job done, avec Lafayette. Qui est vachement applaudi à chaque fois. C'est ça, on le voit dans la captation, tous les gens sont là en train d'applaudir, et même moi, à Londres, quand je suis allé la voir, j'entendais des gens qui applaudissaient, qui hurlaient à cette phrase-là. Et c'est à un point, c'est limite devenu agaçant parce que le public l'attend et du coup, c'est ça. Limite ils gaspent avant ou ils attendent ou ils le disent. C'est devenu succès de son victime de son succès. J'aime que t'aies vachement récupéré cette phrase par le Parti démocrate, vu que ça reste quand même un projet qui est né sous l'ère Obama, puis qui a finalement connu quasiment toute son exploitation sous l'ère Trump. Il y avait même eu une grosse polémique de quelqu'un du gouvernement de Trump, je me souviens plus qui c'était. Mike Pence, qui était allé, qui avait été apostrophé justement par Lin-Manuel Miranda à l'époque. Je crois que c'était Brandon Victor Dixon qui peut-être. jouait à ce moment-là. Ça a été plusieurs fois pendant. Et oui, après même Trump avait tweeté en disant oui, ça s'est passé ça, c'est inadmissible. En plus, le show est overrated, comme il aimait dire à l'époque. Et oui, tout le Parti démocrate a un peu repris cette phrase. Et même Hamilton est devenu un outil politique finalement. Mais ça me fait penser à justement quand on parle des séries qui arrêtent pas de mentionner Hamilton. Récemment, il y avait Succession. Et c'est trop drôle parce que t'as la famille qui, je sais pas si vous regardez, mais bref, c'est une riche famille américaine. Et à un moment, ils vont justement dans un congrès de républicains, une soirée privée de républicains où ils vont décider qui va être le prochain candidat des républicains. Et donc t'as un personnage qui demande qu'est-ce qui se passe ici. Il fait là c'est un endroit où t'es pas obligé de faire croire que t'as aimé Hamilton. Mais moi j'ai aimé Hamilton. Et t'as l'autre qui fait oui on a tous aimé Hamilton. Parce que t'es là où effectivement Hamilton est devenu quelque chose d'encore plus gros que ce qu'il est, qui a transcendé Broadway. Mais c'est vrai, Hamilton, une œuvre créée sous Obama, quoi. Donc créée dans un espèce de, je dis pas qu'Obama était un président parfait, mais dans une espèce d'époque un peu d'espoir quand même pour la politique américaine, et qui du coup a quand même une vision, même s'il y a beurre, même s'il y a des gens qui font des magouilles et tout, il y a quand même une vision relativement positive de l'action politique, des conséquences que ça a sur les gens, on va créer une grande nation, on va réfléchir à comment organiser un État, de la noblesse en fait de l'acte politique, qui du coup c'est quand on est arrivé dans l'ère Trump, il paraît un peu en décalage. Oui, c'est clair, mais je pense qu'il y a ça aussi, tu vois, c'est montrer aussi la politique des États-Unis et ce truc de renouveau, comme tu dis, sous Obama. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est comment tu arrives à transcender ce truc de politique en essayant, parce que je pense qu'il y a vraiment à l'époque, effectivement, tu avais aussi cette crainte qu'Obama soit pas légitime ou autre de la part des... C'était quoi? C'était les républicains ou les démocrates, Obama? Je sais plus. C'était un démocrate. C'était un démocrate, ouais, c'est ça. Donc tu vois, je pense que t'avais cette peur des républicains et tout, que Obama assure pas, ce qui est normal, hein, t'as toujours ce truc d'opposition politique. Et puis il y avait une forme de racisme aussi. Il y avait ceux qui disaient qu'il était pas né aux États-Unis. Enfin, je sais plus l'histoire, mais il y a plein de trucs du complot autour d'Obama. Mais c'est pour ça que je trouve que Hamilton, comme tu dis, représente cet espoir aussi vis-à-vis de la politique, et où t'as un regain d'intérêt et d'espoir de la part des gens, justement de toute la population, que ce soit afro-américaine, latino ou autre, qui vit aux États-Unis. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, ils ont plus ou moins un spectacle qui montre que l'histoire des États-Unis a été faite aussi par ces personnes, plutôt que par des hommes blancs, tu vois, depuis toujours, quoi. Même si, à l'intérieur d'Hamilton, et c'est ce qui lui a été reproché par certains activistes, etc., il n'y a pas vraiment de...
très légère condamnation de l'esclavage et pas de mise en avant pas trop, il on va dire des acteurs, des personnes non blanches qui ont participé, même si elles n'étaient pas très nombreuses, à l'indépendance des États-Unis. On reste quand même sur les figures connues entre guillemets des pères fondateurs. Donc ça a ses limites, mais c'est quand même déjà très fort, je trouve. Oui, c'est clair. Et du coup, la fameuse question que je voulais vous poser aussi, votre chanson préférée dans Hamilton et pourquoi ? Et je vais commencer le tour de table avec Philémon pour changer un peu parce que c'est toujours Anna qui a la parole en première. Moi, j'adore Non-Stop. After the war, I went back to New York. After the war, I went back to New York. I finished up my studies and I practiced law. I practiced law, Burr worked next door. Even though we started at the very same time, Alexander Hamilton began to climb. How to account for his rise to the top? Man, the man is non-stop. Gentlemen of the jury, I'm curious, bear with me. Are you aware that we're making history? This is the first murder trial of our brand new nation, the liberty behind the liberation. I intend to prove beyond the shadow of a doubt with my assistant counsel. Co-counsel Hamilton, sit down. Our client Larry Weeks is innocent. Call your first witness. That's all you had to say. Okay, one more thing. Why do you assume you're the smartest in the room? Why do you assume you're the smartest in the room? Why do you assume you're the smartest in the room? Soon that attitude may be your doom. Why do you write like you're running out of time? Right day and night like Je suis un très grand fan de fin de premier acte. Là, c'est vraiment textbook. C'est Ah ça. ouais, non, mais ça, mais c'est une fin de premier acte, mais parfaite. Qui reprend, qui fait des reprises en plus, qui clôt l'acte d'une façon vraiment épique. J'adore celle-là. Beaucoup, vraiment. C'est un choix un peu facile aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment celle-là, mais à moi, chaque fois celle-là, elle me fait plein d'émotions. Anna. Bon, il y en a énormément que j'aime et je pense que ça change selon les périodes de ma vie, etc. Mais ces derniers temps, j'avais une fascination pour The Room Where It Happens, donc qui est le solo d'Aaron Burr dans le deuxième acte, qui est un peu ce qui fait office dans cette comédie musicale de chanson de méchant. Ouais. C'est-à-dire voilà, il révèle toute sa part un peu hargneuse. Il dit voilà, il veut donc The Room Where It Happens, c'est il a envie d'être là où ça se passe, là où les décisions sont prises, et il n'y arrive pas. Close your eyes. It's gonna lead us to save the day. No, we don't get to saying what they trade away. We dream of a brand new start, but we dream in the dark for the most part. Broadcast the scene where it happens. I've got to be in the road. Donc c'est un truc d'espèce de mec aigri, quoi. C'est une chanson de mec aigri. C'est exactement ça. Mais c'est hyper. Enfin, la chanson est incroyablement catchy. Ce refrain, voilà, l'incident, il n'y a pas de room where it happens, the room where it happens. Ça vraiment illustre son obsession. Et puis on a l'espèce de, c'est en crescendo, quoi. Ça monte, ça accélère, etc. Il est de plus en plus enflammé. Et à la fin, il monte sur la table dans la captation. Je me souviens quand j'ai découvert ça, enfin quand je l'ai vu sur scène, quand il monte sur la table, il est complètement déchaîné. Et il y a un truc très on est pris dans son tourbillon mental. Hyper efficace. En plus, on a musicalement c'est intéressant parce que c'est pas une chanson pour le coup qui est hip-hop. On est plus dans un style un peu jazz, un peu New Orleans, très dynamique avec du banjo, qui donne une coloration très particulière à ce moment. Et j'adore absolument ce moment-là, la fin là, le click boom, enfin vraiment hyper efficace, quoi. Et la nappe. Ah oui. Oui, voilà, oui, c'est ça, quand ils montent sur la table, après les mecs de l'ensemble qui tirent la nappe, là, c'est génial. Romain. Bah, bon, j'ai un peu spoilé ma réponse, mais même si j'en ai beaucoup que j'aime beaucoup, je pense que ça reste Satisfied quand même, qui à chaque fois que je vois la capta ou que je vois le spectacle, qui faut vraiment des frissons. Enfin, plus comme elle intervient juste après Helpless et qu'on reprend toute cette scène à l'envers et du point de vue d'Angelica. I just might have rep that night for the rest of my days. I remember those soldier boys tripping over themselves to win our praise. I remember that dream like candlelight, like a dream that you can't quite place. But Alexander, I'll
I'm sure I don't know what you mean. You forget yourself. You're like me, I'm never satisfied. Is that right? I've never been satisfied. My name is Angelica Schuyler. Alexander Hamilton, Where's your family from? unimportant, there's a million things I haven't done. For just you, babe, just you, babe. Stop. So this is what it feels like to match with someone at your level. What the hell is the catch? It's the feeling of freedom, of seeing the light. It's Ben Franklin with the key and a kite. You see it right. The conversation lasted 2 minutes, maybe 3 minutes. Everything we said in total agreement. It's a dream and it's a bit of a dance. A bit of a posture, it's a bit of a stance. He's a bit of a flirt, but I'ma give it a chance. I asked about his family, did you see his answer? His hands sort of fidgeting, he looked askance. He's penniless, he's flying by the seat of his pants. C'est tellement fort ça. Ouais. C'est Tellement enfin, brillant. incroyable. enfin, Bah, et- c'est surtout qu'en termes de mise en scène, je trouvais ça génial parce que tout l'ensemble le suit en termes de chorégraphie et tu refais la scène. Enfin, il y a des gens qui ont fait justement la comparaison entre Helpless et le rewind. Ils sont en même position. Exactement, tout, et génial. je trouve ça mais brillant et enfin en termes de chorégraphie c'est génial. Et puis même le rap qu'elle a au milieu, faut se Faut le repartir tenir, quand ouais. même. C'est Exact. Mais en plus, non mais ce que j'adore, enfin justement moi sur Broadway, je déteste les répétitions. Quand tu me racontes exactement ce qu'on soit on vient de voir ou soit où tu redis la même chose, à part des reprises qui changent le sens de la chanson. Et là, c'est une des rares fois où une répétition m'a bluffé parce qu'elle ajoute quelque chose en plus. Et, enfin incroyable. Bah, c'est surtout que ça ajoute une dimension assez sympa au personnage d'Angelica parce que tu sais qu'elle est attirée par l'intelligence dès le début parce que le personnage est caractérisé comme ça, c'est-à-dire qu'elle te dit je cherche quelqu'un qui Oui, un esprit toujours au boulot quoi, enfin c'est-à-dire chose que quand tu connais pas la pièce tu te dis bon bah c'est Angelica qui va terminer avec Hamilton quand tu connais pas le personnage et machin, donc c'est surprenant de voir Elisa justement terminer avec lui. Et là, quand t'as la version d'Angelica, tu te dis, bah en fait, elle s'est sacrifiée pour sa sœur, pour le bonheur de sa sœur, et tout le truc, le number one, number two qu'elle fait, ça te brise le cœur à chaque fois qu'elle avance parce que elle te dit, bah voilà, je sais que si je connais ma sœur comme je me connais, si jamais je la laisse pas, elle va m'en vouloir toute sa vie, quoi. C'est l'une des plus belles lignes de tout Hamilton. J'adore quand elle dit. I know my sister like I know my own mind. Mine, you never find. Ouais, non, ça c'est. Someone... Mais je crois qu'en vrai, mon préféré dans Tout Hamilton, c'est quand elle reprend ça au deuxième acte dans les Reynolds Pamphlet, je crois. Ouais. Et, Oui, quand elle engueule Hamilton, là. quand Hamilton fait Angelica, elle fait non, en fait, je te défonce la gueule. Et, À juste titre. c'est vraiment genre les 4 phrases que je préfère de Tout Hamilton. Exactement pareil, ouais. Puis après, dans cette phase, c'est le côté touchant que je pense vivaient beaucoup de filles aînées dans les riches familles à cette époque-là, c'est que du coup, elle pouvait pas se marier par volonté, il fallait qu'elle C'est trouve ça. quelqu'un pour élever le statut de la famille. Et comme ils étaient déjà très très riches, c'était compliqué. Mais, et du coup, la seconde sœur, Eliza, elle pouvait vraiment Oui, se épouser permettre. qu'elle voulait. Ouais. Et Peggy mourir. Et, Sans que ça soit mentionné, C'est ça. c'est juste subtilement sous-entendu par la musique à un moment là dans Take a Break. Mais ce qui est beau aussi, c'est que du coup, l'utilisation du rap est très très fort aussi dans Hamilton, où c'est tout ce qui est du domaine du politique et des jeux de politique, et que le seul personnage féminin qui rappe, c'est justement Eliza. Angelica, parce que elle veut aussi exercer son esprit et se confronter justement à une chose qui est censée, alors on le voit pas, les auditeurs et auditrices ne verront pas, mais je fais des gros guillemets, qui est censée être pour les hommes et pas pour les femmes. Et donc c'est ça qui est fort, c'est qu'elle c'est une femme justement qui rappe parce qu'elle a envie d'être dans ce monde-là, mais que comme c'est une femme, on la laisse pas le faire. Et surtout, ce que je dirais, et c'est pas un défaut, mais je sens que on voit très bien que Renée Elise Goldsberry, c'est pas une rappeuse. Et dans un sens, je préfère, parce que justement, tu sens que c'était quelqu'un qui ça apporte au personnage, je veux dire, dans le sens où donc c'est une personne qui a été élevée toute sa vie. On lui dit, il faut pas que tu rappes, dans le sens où il faut pas que tu penses, mais qu'elle a quand même essayé de s'y faire et du coup, elle s'y met. Et donc c'est ça que j'apprécie beaucoup. Là-dedans aussi, c'est surtout c'est symbolique. Surtout qu'en plus pour moi le rap, justement la façon dont elle rappe, c'est surtout pour montrer la vivacité de son esprit. Enfin j'ai l'impression qu'en fait le rap est utilisé dans Hamilton pour montrer justement le fait qu'ils réfléchissent très vite et qu'ils ont du mal à coordonner leurs paroles à la pensée. Et ce qui est intéressant, c'est que ça représente une forme de vivacité d'esprit en fait, et aussi la jeunesse, parce que j'ai l'impression, il me semble qu'au fur et à mesure de la pièce, Hamilton est quasiment le seul qui va rapper du début à la fin, et même dans les morceaux de la fin, il va rapper, on va dire, un peu plus lentement, dans Hurricane, dans The World Was Wide Enough, etc. Et les autres personnages
rappe beaucoup au début et rappe un peu moins à la fin. Par exemple, Burr sur la fin, il chante déjà au début avec Wait for It, ceci dit. Mais on va dire qu'Hamilton est celui qui rappe presque quasiment jusqu'au bout parce qu'il garde ce truc, cette espèce de Why do you write like you're running out of time, quoi, le truc de il veut jamais s'arrêter. Et les autres, on va dire prennent de l'âge, etc. et chantent un peu plus au fur et à mesure, j'ai l'impression. Et donc c'est effectivement une manière très intelligente d'utiliser le rap dans l'œuvre. Mais c'est surtout ce que disait Philémon, justement, que le personnage d'Angelica soit le seul à utiliser le rap pour s'exprimer à certains moments. Moi, je repense aussi aux paroles, justement, par rapport au fait qu'elle veuille essayer d'avoir les mêmes droits que les hommes. Quand elle chante dans Skylar Sister, justement, j'ai lu justement Le sens commun par Thomas Paine. Certains diraient que je suis folle ou machin et tout, et si je le crois, je lui dirais d'inclure des femmes dans la suite. Enfin, je trouve ça génial, justement, parce que tu sens qu'elle fait des trucs qu'elle n'est pas censée faire en tant que femme dans ces années-là, et que justement, c'est la nana qui va aller à l'encontre des... Oui, c'est ça. Au début, à New York, ses sœurs, je disais, mais non, mais il faut qu'on rentre, on n'y va pas. Et elle dit, mais si, à New York, c'est la plus belle ville, c'est là où tout se passe. Oui, c'est ça, elle va à l'encontre des conventions sociales, là où, en fait, Eliza va être beaucoup plus mesurée et plus une femme, comme tu l'espères, justement, dans la société, qui essaie de dépeindre Hamilton de l'époque, quoi. Moi, si je peux me permettre, effectivement, on est d'accord qu'Angelica est un super personnage, mais moi, j'aime toujours défendre Eliza, parce que je trouve que c'est un personnage très émouvant, qui prend de l'épaisseur au fur et à mesure de la pièce, il y a Skylar Sisters, et ensuite son premier solo, c'est Helpless, donc en un sens, au début, elle est présentée comme en situation de faiblesse, on va dire, sans défense. Ouais. Et qui va prendre un peu de personnalité au fur et à mesure, et mais sans se départir jamais de sa générosité, de sa bonté. En fait, c'est un personnage profondément bon, qui est toujours, qui essaie de rassurer Hamilton, etc. Au bout d'un moment, il fait tellement n'importe quoi dans l'acte 2 que ce moment Burn est quand même assez... parce que là, elle reprend... On a dit, elle dit « I'm erasing myself from the narrative », elle reprend le pouvoir, elle dit là, j'annule tout. Elle lui dit « Tu vas dormir dans ton bureau », parce que il y a un truc où elle reprend le dessus. Et je trouve que l'évolution de ce personnage d'Eliza est fort, parce que on arrive à nous présenter un personnage qui, contrairement à Angelica, qui est plus femme badass, etc., ce qui est génial, je dis pas le contraire, mais contrairement à Angelica, qui correspond plus à ce qu'on pourrait attendre d'une femme de cette époque, quand même arrive à s'affirmer, et c'est elle qui va conclure l'histoire, c'est elle qui va perpétrer l'héritage de Hamilton. Et si je peux me permettre, la pièce s'appelle Hamilton, elle s'appelle pas Alexander Hamilton. Donc Eliza aussi fait partie de cette histoire. C'est ça. Exactement, et c'est ça que j'apprécie, c'est que tout le monde pense à Hamilton, Alexander, mais est-ce que c'est aussi Eliza? Ça finit quand même la pièce sur elle qui est avec son gasp. Et les deux, du coup, c'est l'histoire des deux, et c'est aussi ce que Miranda voulait faire, c'est que on parle pas de Hamilton, Alexander, mais on parle encore moins des femmes. Et là, c'était aussi une façon de les remettre dans le récit historique, et de mettre en lumière tout le combat qu'elle a fait après pour son orphelinat, pour aussi reprendre des témoignages des gens qui sont battus sur le front avec son mari. Et elle a une longue vie après Alexander Hamilton aussi, où elle a aussi continué à porter la torche de son mari. Et de perpétuer son combat, quoi. Mais je crois que c'est ce que Lin-Manuel Miranda disait à propos d'Eliza, c'est que quand il avait fait ses recherches sur Hamilton, il avait trouvé très peu d'informations sur elle. Limite, et c'est notamment pour ça qu'il y avait cette ligne, qu'il y avait la chanson Burn, I'm erasing myself from the narrative. Pour lui, en fait, il a inventé plus ou moins une raison de pourquoi elle n'était pas là avant la mort d'Hamilton, en tout cas présente dans les correspondances ou autres, parce qu'apparemment, il a quasiment rien retrouvé venant d'elle. Et c'était pour lui une raison d'expliquer le pourquoi du comment, et je trouve ça aussi brillant justement de jouer avec l'histoire en inventant plus ou moins un prétexte de pourquoi cette femme, avant la mort d'Hamilton, on en parle très peu et il y a très peu de traces d'elle, et d'un seul coup à la mort de son mari, boum, elle existe pour perpétrer sa mémoire, et limite, en fait, elle n'existe qu'au travers de son mari en faisant ça. Donc c'est ça que je trouve assez impressionnant, c'est qu'il va trouver quelque chose pour expliquer tout ça. Non, puis surtout, c'est assez fort quand même d'avoir réussi à écrire deux
beau personnage féminin, même si on est loin de passer le Bechdel test, Et Peggy. mais dans une œuvre qui se passe comme une époque dominée par les hommes et une histoire qui est quand même exclusivement masculine. Si on compare à 1776, l'autre comédie musicale, Il y a un personnage féminin. il y en a deux, il y a Martha Jefferson, Abigail Adams. Ah oui, t'as raison, il y a les deux femmes. Mais elles sont vraiment en mode, elles parlent que de leur mari et elles sont juste là pour être un peu horny et attendre leur mari, quoi. Donc, Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Et toi, Florian, quelle est ta chanson préférée? J'allais te demander, oui. Bah, Je veux savoir. Moi, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Ça fait un moment qu'on en parle. Non, moi, c'est Burn. Moi, je me rappelle, en ayant vu la captation, que j'ai eu une larme qui a coulé toute seule quand j'ai entendu cette chanson, parce que du coup, je trouvais la puissance émotionnelle de cette chanson à ce moment-là où, en fait, Eliza vient de se prendre une tempête dans la gueule parce que, voilà, son mari, elle apprend qu'il l'a trompée et que Et surtout, il a publié toutes les lettres. et surtout qu'il a publié toutes les lettres, donc en fait elle est Tout le monde sait, voilà. non mais c'est ça, en fait c'est un personnage qui est à ce moment-là traîné dans la boue et qui, comme Anna disait tout à l'heure, qui en fait reprend son destin en main à ce moment-là pour dire je n'accepterai pas ça et je refuse d'être traité comme ça après tout ce que j'ai donné pour toi. I saved every letter you wrote me. From the moment I read them, I knew you were mine. You said you were mine. I thought you were mine. Do you know what Angelica said when we saw your first letter arrive? She said, be careful with that one, love. He will do what it takes to survive. You and your words flooded my senses. Your sentences left me defenseless. You built me palaces out of paragraphs. You built cathedrals. Only reading the letters you wrote me, I'm searching and scanning for answers in every line, for some kind of sign. And when you were mine, the world seemed to burn. You published the letters she wrote you. You told the whole world how you brought. Et je trouve ça beau parce que depuis le début, effectivement, on la montre comme quelqu'un qui va faire des sacrifices et qui va se sacrifier effectivement pour son mari. Et là, justement, elle reprend son destin en main. Et moi, cette chanson me fait pleurer parce que je trouve que déjà l'écriture est magnifique et surtout l'interprétation de Philippe Assou est dingue quoi dans la capta. Et franchement, je défendrai cette chanson jusqu'à la fin. C'est vraiment, c'est même pas négociable. Donc ça fait aussi un peu une sorte de pause avec le rap, et surtout que la chanson juste avant, c'est une chanson avec beaucoup de rythme qui va vite, et même les deux chansons ont une transition vraiment bien. Enfin, faut les écouter les deux à la suite parce que celle d'avant transite sur Burn, et on est dans ce moment où on est tout seul avec Eliza. Et c'est de la voir tout mettre dans ce papier qu'elle met en feu. C'est quand même beau. Et aussi, encore une mention pour Eliza, où on voit pendant toute la pièce, elle fait beaucoup de choses dans le background, où c'est pas dit explicitement, mais elle manœuvre énormément tout au long de la comédie musicale, comme par exemple quand elle écrit, c'est pendant Non-Stop, je crois, elle écrit une lettre en fait à Washington pour dire qu'elle est enceinte, mais ça c'est pas du tout expliqué dans Hamilton. Ouais. Et c'est pour ça qu'après ah non, alors c'est avant. Bref, dans une chanson elle écrit une lettre, on la voit et elle l'envoie à Washington. Ça. Mais on pense qu'en fait elle écrit juste à son mari, mais elle écrit à Washington, et c'est là que Washington apprend Hamilton a un fils qui va arriver. Et du coup, il le renvoie chez lui. Et ça, c'est pas clairement expliqué, mais ça rajoute encore sur Eliza qui, en fait, elle est toujours là. Elle est toujours là à manœuvrer pour tout le monde. Non, mais en fait, elle est toujours présente plus ou moins tout le temps parce qu'elle est quasiment tout le temps sur scène, de ce que j'ai pu voir. Enfin, il y a très rares moments où elle sort de scène, à part dans des trucs politiques, mais sinon... C'est une accompagnatrice. Et je trouve que c'est symbolisé aussi. Ça, je m'en étais pas aperçu avant de le voir sur scène. Mais lorsqu'il y a la petite chanson de...
Philippe, là, Ah pour son oui. anniversaire des 9 ans, en fait, elle fait du beatbox derrière lui. Oui. C'est génial. C'est symbolique de son personnage. Elle accompagne les autres, quoi. Et, je Et trouve ça là, hyper- on reprend aussi le rap où tu sens que Philippe, il apprend toujours le rap, donc il rappe pas très bien. C'est-à-dire parce qu'il est en train de grandir, il est en train d'apprendre justement à exprimer sa pensée ou à faire des jeux de politique. Et c'est encore une autre utilisation du rap qui est folle. D'ailleurs, si on parle du rap, il y a moi je connais rien du tout, mais il y a énormément de références aux classiques du rap. Je peux en dire quelques-uns si vous voulez. Ouais, non, mais Parce que moi, j'y suis pas du tout, hein, vraiment. Moi, j'expliquerai pas non plus, mais à un point où en fait, Miranda a tenu à verser des royalties pour tous les morceaux qu'il cite. Même si ça dépassait pas 5 notes et que légalement il pouvait ne pas verser les royalties, il fait non, moi je veux justement apporter mon support à ces gens qui m'ont fait grandir ma culture rap et le rap pour tout le monde, à un point où en fait Hamilton devient très cher à produire parce qu'il y a énormément de royalties pour chaque performance qui vont justement à ces chansons. Donc et ça c'est encore la force de Miranda qui se dit non, moi je veux faire comme ça et on va faire comme ça, et il l'a fait, et tant mieux d'ailleurs qu'il arrive encore à soutenir des rappeurs des années 90 qui... Il y a des références, c'est vrai, très explicites, hein. Par exemple le 10 Dual Commandments, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dual Commandments, ça c'est une référence vraiment mais hyper explicite à un morceau de Notorious B.I.G. qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, it's the 10 crack commandments. Enfin, c'est vraiment exactement pareil. Oui. Notorious B.I.G., grand rappeur on va dire de l'âge d'or du rap des années 80-90. Lorsque Alexander, je vais pas tous les faire, hein, mais lorsque Alexander épelle son nom dans My Shot, c'est aussi une référence à un moment, je vais pas vous le faire parce que voilà, où Notorious B.I.G. épelle son nom, c'est exactement la même mélodie. If you don't know, now you know, c'est aussi une référence à Notorious B.I.G. Enfin, il y a plein de références au hip-hop, mais il y a aussi plein de références à des comédies musicales où vous en avez sûrement repéré. Où il connaît bien son histoire du hip-hop, mais il connaît aussi très très bien son histoire de Broadway. Non, mais ça, de toute façon, il le cache pas, hein, que c'est un grand fan de Broadway, qu'il a grandi entouré de Broadway. Parce que, je crois que c'était dans l'interview de Laurent Vallière où il disait sa mère pleurait en écoutant Les Misérables, et son père, je crois que sa comédie musicale préférée était je ne sais plus laquelle, donc je préfère ne pas dire. Story, non, ouais, je crois que c'était West Side Story. Tu vois, c'est pas anodin, surtout quand t'as son dame qui vient le voir pour lui demander d'écrire les paroles justement de West Side Story en espagnol. Enfin, justement, il demande à quelqu'un qui est portoricain d'écrire justement pour des personnages portoricains. C'est là que tu vois quand le gars pèse maintenant dans Broadway et est passionné, parce que quand il en parle aussi, il a des étoiles dans les yeux, et je pense qu'il s'attendait pas au succès d'Hamilton et d'être là où il est actuellement, quoi. Et même au final, même si Hamilton est très révolutionnaire sur la forme, dans le fond, ça reprend tous les schémas classiques de la comédie musicale, Bien avec sûr. le numéro d'ouverture, la I Want Song, et tout. Et c'est pour ça que la première fois, ça m'avait pas non plus choqué. Je dis, c'est pas ouf, c'est une comédie musicale classique. Oui, ça révolutionne rien, quoi. Ouais. Et tant mieux. Il prend la base qui est solide et il rajoute dessus, et il prend plein de références, mais ça va jusqu'à Gilbert et Sullivan aussi. Enfin, tu vois, ça va super loin. Même on parlait de 776, où à un moment il dit Sit Down John, qui est le numéro d'ouverture, ça, il y a South Pacific, il y en a encore plein d'autres. Il y a Nobody Needs to Know à la fin de Say No to This, qui est une référence à The Last 5 Years. Oui, en plus de toutes les époques, en fait, il fait des hommages à toutes les périodes. Et même Mamma Mia, hein. Il y a I Do. Putain, je l'aurais pas vu celle-là. C'est vrai. Et pour parler surtout du numéro d'ouverture qui est purement inspiré de Sweeney Todd, pur et dur, enfin vraiment dans ce sens où tu as ce cœur qui arrive et qui annonce ce qui va se passer, les personnages qui se présentent, et on parle de Sweeney Todd ou Alexander Hamilton, à un point où je sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais le cast de Hamilton s'est même amusé à reprendre l'ouverture de Sweeney Todd mais façon Hamilton. C'est sur la musique de Alexander Hamilton, mais il raconte l'histoire de Sweeney Todd. À la fin, t'as Leslie Odom qui arrive en Toby avec une perruque blonde. Enfin, voilà, la référence, elle est là. Il faut voir cette vidéo, elle est vachement bien. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, parce que là, maintenant, actuellement, les deux théâtres où se jouent les deux pièces, donc Sweeney Todd et Hamilton, sont littéralement sur le trottoir d'en face. Donc, je trouve ça assez cool. Voilà, petit fun fact. Donc, mais oui, c'est vrai que c'est hyper référencé, et c'est ça qui est génial. Je pense que même tout le monde peut y trouver son compte, c'est-à-dire même le néophyte de comédie musicale qui vient pour voir quelque chose qu'il ne connaît pas. Et je pense c'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée sur les comédies musicales, parce que c'est quand même assez lourd, on va dire, en termes de référence et en termes de
de spectacle, parce que mine de rien, alors si on y va pour du Faut divertissement... pas y aller à blanc, quoi. Faut C'est être ça. prévenu parce que c'est vrai que tu t'en prends plein, quoi. Bah, typiquement, moi, ce que j'ai fait en allant à Londres le voir, parce que moi, j'y allais avec des amis, donc je raconte un peu ma vie, là, c'est le moment perso, mais il en faut bien un dans chaque épisode. Mais en gros, ouais, j'ai montré la captation à mes amis avant d'y aller en leur disant, par contre, moi, je veux pas que vous y alliez sans avoir vu au moins la capta, parce que je pense que vous n'allez rien biter au spectacle si vous y allez. Ou lire le résumé sur Wiki au moins, quoi. Ouais, mais c'est ça, mais même, je me sentais pas d'aller leur dire, lisez le résumé sur Wikipédia, parce que c'est moins parlant, tu vois, que la capta. Bon, certes, effectivement, c'était peut-être pas le meilleur truc, puisque ça a spoilé pas mal de choses, et peut-être que ça leur a enlevé, tu vois, le truc de la première fois de découvrir pleinement un spectacle sur scène. Mais d'un côté, tu vois, ils m'ont remercié à la fin du show en disant, putain, si t'avais pas été là, on n'aurait rien compris, quoi. Mais c'est ça, tu sais, quand tu vas à l'opéra, La Flûte enchantée, tu connais très très bien et pourtant tu vas le revoir aussi. Enfin, il faut être préparé et encore plus, je sais pas si tes amis ils parlent bien anglais, mais il y en avait une qui parlait très peu l'anglais, coucou Anna, voilà. mais et l'autre, oui, effectivement, parlait bien anglais, un peu comme moi, mais tu vois, enfin, il m'avait dit si j'avais pas regardé la captation, je n'aurais pigé que la moitié de la pièce. Alors il me dit, tu comprends ce qu'ils veulent te raconter, tu comprends plus ou moins ce qui se passe sur scène, mais d'un côté, tout le truc politique, alors là, vraiment, t'es perdu, quoi. Surtout à Londres, il y a la difficulté d'avoir des interprètes anglais faire du rap américain. C'est ça. Donc en termes d'accent, c'est un peu un festival. Mais c'est ça, je me dis, Hamilton devrait limite pas sortir des États-Unis, mais après c'est dommage parce que tu prives d'un public, mais c'est vrai que c'est une pièce américaine pour moi et qui est basée sur l'histoire des États-Unis, quoi. Mais ça, c'est un sujet, moi je me posais la question avant l'épisode, est-ce que Hamilton est vraiment, tu vois, est-ce que ça peut avoir du succès en dehors des États-Unis ou est-ce que ça a le même impact? Est-ce que c'est ça aussi? Parce que là, j'ai vu que, bon, effectivement, ça arrivait à Londres, maintenant c'est en Allemagne, il me semble. Je crois que tu as eu des représentations en Australie ou en Nouvelle-Zélande, de ce que j'ai compris. Ça s'est joué à Porto Rico. Enfin, je crois que ça s'est joué au Brésil aussi. Enfin, ça s'est joué dans plein de pays, mais est-ce que ça a le même impact qu'aux États-Unis? Limite, j'irais même encore plus loin. Tu sens que Hamilton perd aussi une partie de son sens si c'est pas Miranda qui joue Hamilton aussi. Tu vois. Enfin, c'est là où ça va encore. Je suis d'accord là-dessus, mais vu que autant on a déjà parlé sur le podcast sur Rob Marshall, je trouve que Lin-Manuel Miranda est un génie en termes d'écriture, de composition et tout. Je trouve pas que ce soit un interprète fabuleux. Ça y est, les avis tranchés. Je suis d'accord avec toi. Du débat. Non, mais je trouve que vocalement, il est quand même très très limité et il est pas toujours juste. Il rappe très très bien. Et après, en tant que comédien, il est bon, mais je pense que d'autres personnes peuvent le faire beaucoup pour lui, mieux. donc forcément, il s'en sort. Mais dans le sens, alors ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Il a énormément de qualité, Miranda, mais la comédie, c'est peut-être pas forcément son point fort. Ça, je suis tout à fait d'accord et je l'ai dit aussi pour Mary Poppins et il aurait pas dû jouer dedans. Mais bref, mais dans le sens où, comme c'est Miranda parce que t'as une sorte de discours méta autour de ça, c'est-à-dire que c'est Miranda qui écrit Hamilton sur Hamilton. Donc, s'il l'incarne lui, par exemple, à la fin, quand il prend Eliza et qu'il la met sur le centre de la scène. Oui, c'est Miranda, l'auteur, qui fait ça à l'acteur. Donc, c'est pour ça, dans le sens où je disais que je dis pas que la pièce a moins de sens, que Hamilton a moins de sens si c'est pas Miranda qui joue Hamilton. Mais je dis qu'il y a un sens qui n'est plus là du coup, juste parce que Miranda n'est plus là. Donc, et à partir de là, en plus, si tu sors Hamilton des États-Unis, tu te dis, est-ce que ça a le même impact ou même sens effectivement? Après, en soi, tu vois, enfin, à Londres, c'est pas déconnant, sachant que les Britanniques ont quand même joué un rôle. Il y a un truc marrant parce que avec le roi George, c'est très ironique à Londres, en fait. C'est quand même marrant. Enfin, moi, je me souviens du public anglais. Enfin, je trouvais ça marrant, quoi. Ils réagissent d'autant plus au roi George, qui est complètement jeté, qui est complètement taré. Et en plus, il a 3 chansons et de chanson en chanson, il part de plus en plus en live. Et il y a une petite dimension qui ajoute effectivement quand on est à Londres. Après, dans un pays qui a vraiment rien à voir avec ça, effectivement, l'impact, on va dire culturel est moins fort. Mais tu vois, par exemple, en Allemagne, enfin, ce qu'on disait, est-ce que l'impact d'Hamilton, à part le fait de monter la comédie musicale qui a du succès en ce moment à Broadway et à Londres, à part cet argument-là, est-ce qu'il y a vraiment un autre argument culturellement? Culturellement, non, mais après, il y a la musique qui est incroyable et peut-être ça suffit aussi. Et non, mais après, tu vois, je me pose toujours aussi la question de la traduction et de comment tu le traduis, un show comme Hamilton. Et pourtant, c'est comme du Sondheim. Et pourtant, ils y arrivent. Enfin, quand tu vois qu'effectivement, en Allemagne, ça. Alors, je parle pas allemand, mais de ce que Nicolas. Ça sonne pas trop mal, on peut écouter le cast en allemand. Ouais, c'est ça, mais de ce que
Nicolas, du coup, un des membres de Musical Avenue nous disait, qui lui parle couramment l'allemand, il me semble, il disait justement que c'était assez bien traduit de ce que j'ai entendu. Et pareil pour les quelques versions qu'il y a eu, je crois que c'était d'autres personnes qui étaient allées voir la représentation du cours Florent d'Hamilton qui avait été traduite en français par Loïc Suberville, je crois, et qui disait que ça passait super bien en français parce qu'ils avaient réussi à trouver les bons, à bien localiser les chansons et à trouver les bonnes rimes et autres, quoi. Ah oui, c'est vraiment pas évident. Après, moi je suis de la team où du moment qu'il y a les bonnes personnes à l'adaptation, tout est adaptable. Exactement. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de promo pour All That Jazz qui a fait une superbe table ronde sur les adaptations au festival musical à l'Alhambra. Donc allez l'écouter si c'est pas fait. Ouais, c'était très passionnant et je pense que ça nous a prouvé qu'effectivement tout peut être traduit s'il y a quelqu'un derrière qui comprend parfaitement l'œuvre et qui trouve les petites astuces de traduction. Je pense que Hamilton ça va être extrêmement difficile à traduire, mais je vois... Enfin, pour moi, il n'y a pas de raison spécifique que ça ne puisse pas être traduit, quoi. Non, c'est sûr, mais après... Traduire, c'est trahir de toute façon. C'est ça. Mais c'est pour ça, en en écoutant aussi, tu vois, le cast recording en allemand, tu sens qu'ils ont gardé aussi des petites phrases en anglais, par exemple. Tu vois, sur Alexander Hamilton, il garde le truc de la troupe derrière, In New York, You Can Be a New Man, et qui tourne en boucle parce que c'est répété. Et même Skylar Sister, il y a plein de trucs, tu vois, t'as les work derrière, et tu te dis, est-ce que c'est voulu de garder ces trucs-là parce que du coup c'est la troupe c'est l'ensemble qui le chante, ou est-ce que c'est... Ça nous plonge peut-être dans les États-Unis du coup, et en plus les Allemands parlent pas trop mal anglais généralement, alors ils comprennent. Je sais pas si si quand même il y a des trucs qu'on pourrait garder. Ouais, mais le work par exemple en français, bon tu le comprends, mais effectivement In New York You Can Be a New Man, est-ce que quelqu'un tu vois qui est pas du tout anglophone va le comprendre? Une vraie question. C'est ça, pour moi typiquement Hamilton c'est une comédie musicale qui aurait du mal à se monter en France et à trouver un écho en France, en tout cas tu vois par exemple moi j'adorerais qu'il y ait une traduction française, mais est-ce que le public des adaptations en français de comédie musicale est le public d'Hamilton? Je suis pas sûre. Moi j'aimerais bien voir Hamilton en version anglaise, genre au Châtelet, tu vois. Ça pourrait marcher, je pense. Oui, je pense qu'il y avait déjà eu ce débat il y a quelques années sur est-ce qu'Hamilton pouvait se faire en France, et globalement la conclusion de beaucoup c'était ce que tu disais, un engagement de 3 semaines au Châtelet en VO par une troupe internationale, et je pense que il n'y a pas de public pour plus en France, je pense. Ah non, mais je suis d'accord, mais tu vois, moi c'est ce que je disais, je ne vois pas Hamilton par exemple être joué en français dans un théâtre comme Mogador ou autre. Non. Enfin, pour moi ça n'a aucun intérêt. C'est soit effectivement tu le fais au Châtelet avec des surtitres, je sais pas si ça n'a pas d'intérêt, mais en tout cas je suis pas sûr qu'à part les gros fans comme nous ça attirerait énormément de gens. Ah mais pour moi je pense que ça fonctionnerait pas excessivement. Enfin tu vois, ça ferait pas non plus salle comble tous les soirs. Je pense qu'effectivement à part les gros aficionados de comédie musicale qui iront pour dire on a Hamilton en France, donc on y va. Moi, je pense à un exemple. Moi, j'aime bien quand il y a des adaptations en France, parce que je peux emmener mes parents, parce que mes parents ne parlent pas super bien anglais, ou en tout cas pas assez bien pour pouvoir suivre toute une comédie musicale en anglais. Donc, dès qu'il y a des adaptations en France, j'aime bien les amener pour leur montrer aussi, parce qu'ils adorent la comédie musicale. Mais par exemple, si Hamilton est fait et dans une version où ils pourraient suivre, soit avec des sous-titres ou soit traduit, je suis même pas sûr que je les emmènerais, parce que je suis pas sûr que c'est leur genre aussi, tu vois. Donc et on parle justement, est-ce qu'il y a un public en France pour ça? Parce que même ceux qui connaissent un petit peu, qui touchent un petit peu de la comédie musicale mais qui connaissent pas, est-ce que ça les appelle assez pour justement aller acheter un billet pour ça, quoi? Puis je dirais pas que c'est une niche Hamilton, parce que ça reste quand même assez grand public, mais effectivement faut être ce qu'on disait tout à l'heure, il faut être préparé pour le voir. Enfin, t'emmènes pas quelqu'un qui commence, qui débute dans la comédie musicale ou qui a vu très peu de comédie musicale, ou qui s'attend à un blockbuster un peu avec des décors et tu vois où ça pète de partout, quoi. Enfin, je pense qu'il faut quand même tu prépares les gens que t'emmènes avec toi psychologiquement pour ce qui va suivre, quoi. À la limite, tu peux y amener plus des fans de rap. Ouais. Parce qu'il y a vraiment un truc, c'est tellement bien écrit, le flow est assez ouf, les rimes, enfin vraiment, il y a une écriture hip-hop. C'est pas juste un gimmick, on va utiliser du rap. Parce que c'est marrant et c'est un challenge. C'est vraiment que c'est très très bien écrit, quoi. C'est vraiment du rap de haut niveau. Donc peut-être des amateurs de hip-hop, ça peut peut-être justement les faire glisser vers, on sait jamais, devenir fan de comédie musicale. Non mais ça c'est clair, mais moi franchement, tu vois, par exemple, mes parents,
je les vois pas, enfin tu vois, je me vois pas les emmener là-dedans parce que je pense qu'ils passeraient totalement à côté du truc et qu'ils me diraient ah, bah, ça rappe beaucoup quand même. Bah, à côté, mais qu'ils ont oui, c'est gentil. Ouais, non, mais tu vois, ça serait ah, bah, ça chante beaucoup quand même, tu vois. Enfin là, c'est quand même 2h45 où c'est non-stop, quoi. T'as quasiment pas de dialogue ou alors c'est vraiment des trucs, c'est 2 phrases dites à la volée dans une chanson, quoi. Enfin, donc là, moi, je pense que clairement, bon après, mes parents sont pas non plus les meilleurs exemples, mais je pense par exemple à mon compagnon. Bon, je pense que je le perds si je l'emmène voir Hamilton, il me regarde, il me dit qu'est-ce que tu m'as emmené voir, enfin vraiment je pense qu'il fait un rejet total et il me dit moi là par contre c'était la dernière fois que tu m'as emmené voir une comédie musicale, quoi. Donc tu vois, je pense clairement que t'as ce truc où tu peux pas emmener quelqu'un de pas préparé, quoi. En France, parce que Oui, aux États-Unis, France, on a vu que ça a séduit au-delà des habituels aficionados de Broadway. Donc, c'est surtout. Pardon. Non, vas-y, pardon. Moi, j'ai beaucoup de collègues aux Pays-Bas et aussi en Allemagne, et du coup, ils connaissent Hamilton. Enfin, et c'est des gens qui ont une connaissance moyenne de comédie musicale. C'est pas des gens qui plongent beaucoup, mais qui ont vu beaucoup de comédie musicale parce que c'est des territoires où ils sont plus amènes à connaître les classiques. Et je connais beaucoup de gens d'amis à moi. Qui connaissent Hamilton déjà avant que je leur en parle, quoi. Donc, et c'est quelque chose que j'avais rarement, voire jamais vu en France, à part les collègues de Musical Avenue qui forcément connaissent la comédie musicale, quoi. Mais je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi un peu plus tôt, je pense que ça a transcendé aussi le média dans lequel il a été pensé, c'est-à-dire que c'est devenu limite un objet de pop culture maintenant, parce que ce qu'on disait tout à l'heure à l'époque, justement, quand ça a été lancé à Broadway, c'était la blague de j'arrive pas à avoir de tickets pour Hamilton dans les séries, dans les films, les trucs comme ça. Enfin, moi, je comprenais pas trop la blague parce que j'arrivais pas, et je pense que c'était plus effectivement localisé aux États-Unis. Mais après, maintenant, c'est devenu effectivement comme un objet de pop culture et ils en parlent, tu vois, comme un truc, enfin comme le mastodonte que c'est actuellement. Et je pense que ça a dépassé son statut, ce qu'on disait tout à l'heure. Ben, surtout le prix des places. Oui, c'est permis de pouvoir. Non, parce qu'il y a maintenant, ils réservent les 2 premiers rangs de chaque présentation pour la loterie. Pour la loterie, ouais. Voilà, mais ce qui fait que du coup ils ont dû augmenter. Donc la loterie, tu payes juste $10 et tu peux avoir une chance de participer à une loterie pour gagner des places le jour même. Mais ce qui fait que pour un peu rentrer dans leurs frais, ils ont dû augmenter aussi les places qui sont juste après et qui sont payantes elles. Comme il y avait tellement de succès, les prix des places sont envolés jusqu'à $1000 par exemple. Oui, mais c'était aberrant quand tu regardais. Comment ? Non, c'était aberrant quand tu regardais le prix des places à l'époque. Enfin, moi, je me rappelle quand je suis parti à New York en 2020, ouais, ça a monté jusqu'à $1000. Enfin, et minimum $500 pour être placé sur des places où normalement c'est peu cher à Broadway, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu le côté hypocrite qu'on peut reprocher à Hamilton, justement, c'est que ça se veut être la comédie musicale du peuple, populaire, de tous les États-Unis, qui représente tout le monde et tout. Mais au final, les personnes qui sont généralement être représentées sur scène n'ont pas les moyens d'aller voir ce spectacle, en fait, et au final c'est juste les petits bourgeois new-yorkais qui y vont. Oui. Donc quand on compare au prix des places à l'époque de Rent par exemple, c'est assez édifiant, mais de toute façon tout le prix des places à Broadway c'est devenu n'importe quoi quand on voit que pour Music Man c'était $250 le dernier rang du dernier balcon. Parce que c'était Hugh Jackman qui jouait dedans. Oui, voilà. Mais malheureusement, c'est un peu Hamilton. Enfin, je dis pas que Hamilton est responsable, mais ça a un peu donné un peu du drame. Ouais, voilà, parce que du coup, ça a permis à d'autres aussi. Si Hamilton fait des prix standard, de luxe, machin et tout ça, nous, on va pouvoir aussi le faire. Et mine de rien aussi, les théâtres ont besoin. Enfin, il y a des productions qui à l'époque, qui pouvaient pas vendre des places aussi chères, qui ont dû fermer parce qu'ils pouvaient pas se permettre d'aller trop. Par exemple, Legally Blonde, ça a été un gros gouffre. Pas parce que ça remplissait pas, mais c'est parce que les places étaient pas assez chères et ils pouvaient pas se permettre de les mettre trop chères et que la production coûtait très 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 cher. Et que si Legally Blonde était sorti maintenant, si tu peux mettre des places plus chères, peut-être qu'ils auraient pu rentrer dans leur frais en fait. Oh, c'est clair. C'est vrai qu'il y avait une polémique, je crois, au moment où quand les producteurs ont commencé, c'était le premier spectacle à avoir des places à plus de $100. Et déjà à l'époque tout le monde était offusqué. Alors que maintenant $100 c'est standard. C'est ton dernier rang, quoi. Ah oui. Mais c'est ça. Enfin, quand tu regardes les prix, quand tu regardes le prix des places, c'est aberrant.
C'est totalement un phénomène qui a commencé avec les producteurs. Et c'est aussi une nouvelle ère de Broadway aussi, où les façons de produire une comédie musicale étaient différentes, où tu appelais à plus de producteurs pour mettre la main à la poche et tout ça, et donc ça a créé aussi un renouveau dans la façon d'opérer à Broadway. Puis tu vois, on parlait aussi de la loterie tout à l'heure. Je pense qu'on peut en parler, mais ça a aussi relancé l'intérêt des loteries sur Broadway. Parce que du coup, là, ils ont lancé ce qu'ils appellent les Am for Am, donc qui étaient ces loteries digitales où en gros tu pouvais t'inscrire à la loterie et où à chaque fois, je crois que les premiers temps, les serveurs crachaient tellement il y avait de demandes pour s'inscrire à la loterie. Et pour marquer un peu le coup, je crois qu'ils faisaient des performances devant le théâtre, justement pour les gens qui pouvaient pas forcément assister au spectacle. Et ils faisaient une chanson du spectacle, je crois, une fois par semaine. Ça, pour le coup, c'est une manière de se rattraper très faible par rapport au fait que les places étaient hyper chères, surtout... mais quand même une manière de quand même rendre accessible l'œuvre à des gens qui ne pouvaient pas se permettre. Et il y a des, on peut tout trouver sur Internet, il y a des Ham for Ham qui sont exceptionnels. Hein. Oui. Par exemple, celui où... Jonathan Groff, Andrew Rannells et comment il s'appelle ? Brian Darcy James font les Skyler Sisters. Ça c'est quand même incroyable. Il y en a plein. Enfin, récemment, Philippe Assou a fait un match-up justement de Camelot et Hamilton. Oui. Donc elle est revenue, elle a fait. Mais ça aussi, ça a été un peu critiqué parce qu'en fait ils ont commencé à prendre toute la place dans la rue à un point où ils devaient bloquer le trafic en fait juste pour cette prestation. Enfin là, c'est encore un exemple de la grosse machine mastodonte qui est Hamilton qui Miranda n'avait pas espéré ce succès à la base, où il voulait faire son œuvre et qui est magnifique, mais en fait derrière il a engendré vraiment un truc encore plus gros que lui. Il a pris toute la place. Et qui est maintenant qui est un peu le jargonote, comme on dit, qu'on peut pas arrêter quoi. Non mais c'est ça, parce que là j'ai pas l'impression que tu vois que les représentations sont prêtes de s'arrêter, parce que t'as l'impression qu'en fait chaque année ils te disent on repart pour une saison, et tu te dis mais ça va bientôt faire là ça fait quoi, ça fait 8 ans cette année, cette année que c'est arrivé au Richard Rogers Theater. Tu te dis à bout d'un moment peut-être que ça va durer comme non mais peut-être que ça va s'essouffler, tu vois, tu te dis peut-être qu'ils remplissent pas autant qu'avant. Enfin moi je me dis au bout de 8 ans effectivement, tu vois, parce que ces succès là généralement t'as un gros pic de popularité pendant peut-être 2-3 ans où les gens tu vois continuent à aller le voir parce qu'ils ont pas pu y aller au début. Là, j'ai l'impression que ça s'essouffle pas et que c'est vraiment sur constant tout le temps et que chaque année, ils te disent on rempile pour une saison et on rempile encore pour une autre saison. Et j'ai l'impression que ça peut durer jusqu'en 2040. Quoi. Là, on est sur un niveau de Les Mises ou Fantôme en termes ça va rester incroyablement longtemps, à mon avis. Mais tu l'as dit et tu as pointé du doigt, il y a des raisons pour lesquelles Les Mises ou même Fantôme s'arrêtent, c'est qu'au bout d'un moment, les royalties coûtent trop cher parce que tu payes toujours au metteur en scène d'origine, par exemple. Et donc, tu as des gros coûts. Qui s'accumulent et au bout d'un moment il faut fermer, comme ça tu peux refaire un revival avec des coûts moindres aussi. Dans le cas de l'Emmy c'était drôle parce que ça durait plus de 3 heures, donc fallait payer les comédiens et comédiennes en heures sup, donc du coup ils l'ont fermé pour pouvoir réduire le temps, pouvoir le rouvrir et réduire le temps pour pas les payer en heures sup quoi. Donc au bout d'un moment la machinerie va coûter très cher aussi, donc je pense qu'il va pas fermé, mais qu'il va falloir reprendre un peu. Il va falloir retravailler pour pouvoir faire une version ça m'intéresserait de voir un revival de Hamilton, peut-être je sais pas, plus petite échelle ou avec moins des grosses, enfin j'en sais rien, des grosses orchestrations, un truc un peu différent. Non mais pas tout de suite à mon avis. Non, je pense pas que c'est. Non, de toute façon c'est parti, oui. Non, je pense que là on est parti pour faire comme un week-end, tu vois, où ça va rester 20 ans à l'affiche ou le Roi Lion. Enfin. Puis quand on voit aussi que Book of Mormon, qui était le Hamilton de son époque, est toujours là, on n'en parle plus, mais ça existe toujours. Oui, c'est vrai. Enfin, pour le coup, mais tu vois, moi, ça m'étonne cette longévité. Et est-ce que ça restera encore, tu vois, jusqu'à 10, 15 ans, je sais pas, mais franchement, je pense. Oui, je pense sincèrement que tu auras toujours des gens qui voudront le voir et qui n'auront pas pu le découvrir à l'époque, qui vont continuer. Des nouveaux fans. Oui, des nouveaux fans ou d'autres gens qui retourneront. Enfin, ça de toute façon, je pense que c'est le cycle classique d'un show à Broadway ou dans le West End. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il y a un pro-shot, il y a un enregistrement, et pourtant ça n'impacte pas les ventes. Ça pas, oui. C'est génial, voilà. C'est encourageant pour les autres shows de Broadway. Ça a été un peu un moment marquant, parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui ne veulent pas faire de pro-shot, parce qu'ils disent, oui, mais sinon plus personne va y aller. Et que là, on peut montrer, non, c'est pas parce que tu as un pro-shot, ça justement donne envie à des gens qui ne peuvent pas se rendre à Broadway de pouvoir le voir. Je trouve que le pro-shot d'Hamilton, il est pas super bien fait, mais au moins, il a le mérite d'être là et des gens qui sont pas à Broadway à Londres
de pouvoir le voir ou même de le lancer. Moi, il y a des soirées, des fois, j'ai rien à faire, je suis bon, tiens, je vais me mettre Hamilton, tu vois. Et c'est vachement bien. Et ça donne un peu l'envie à d'autres producteurs aussi de faire des pro-shows pour leur show. Mais après, voilà, on parle de la capta, je pense qu'on peut revenir aussi dessus. Je pense que ça a été une super opportunité parce que, déjà, l'histoire de la capta, elle est quand même un peu insolite parce que du coup, elle a atterri sur Disney Plus en 2020. Mais ça a été quand même un gros coup de la part de Disney qui a quand même déboursé 75 millions de dollars pour l'obtenir. Enfin, faut savoir qu'en fait, la captation a été enregistrée dès le début, je crois, du show, quasiment sur la fin du run de Miranda. Je crois que c'était quasiment ses dernières représentations. Ils ont dû faire revenir Jonathan Groff en Roi George pour l'occasion. Et c'est après, du coup, une fois que le montage a été fait, que la captation a été mise sur le marché des enchères auprès justement de tous les studios de production en disant, voilà, là on a la captation. C'est ça, qui la veut, qui veut la diffuser. C'était prévu pour le cinéma à l'origine. Ouais. Ça devait sortir en salle de cinéma, donc c'est les grosses chaînes, les gros studios, etc. qui se sont disputés. Puis finalement, le Covid en a décidé autrement. C'est ça. Je pense que sortir en 2021 surtout. Oui, ça devait sortir plus tard, ouais. C'est ça, ouais. Et du coup, il n'y a plus rien à faire, on n'a plus de contenu, et puis les gens ils se font chier à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On lance un Hamilton. C'est ça, puis c'est surtout qu'en plus Disney a fait un gros coup parce que déjà de base ils voulaient le diffuser au cinéma parce que je pense que pour eux c'était le jackpot assuré à l'international parce que là du coup tous ceux qui pouvaient pas aller à Londres ou à Broadway pour voir Hamilton, bingo, tu vois, tu peux voir le spectacle sans bouger de ton pays d'origine. Mais surtout qu'en plus, là, du coup, ils venaient de lancer Disney+. Alors, aux États-Unis, c'était novembre 2019, mais en Europe, c'était mars 2020. Tu mets Hamilton 4 mois après le lancement de ta plateforme en Europe. Jackpot. Enfin, vraiment. Et c'est étonnant. Non. Tu sens aussi que ça a été un peu fait à la va-vite parce qu'il y avait même pas tous les sous-titres. Ouais. Normalement, les plateformes, elles préparent les sous-titres. Là, c'était merde, on les sort que en anglais, vas-y, faut qu'on nous sorte. On les a attendus longtemps, les sous-titres français. Puis surtout qu'ils avaient sorti une excuse un peu éclatée parce qu'ils disaient non, mais les sous-titres n'ont pas été validés par Lin-Manuel Miranda, donc du coup, on peut pas les sortir et tout. Enfin, en tout cas, c'était l'excuse de Disney France disant le créateur avait pas validé les sous-titres, donc on peut pas les sortir. J'étais là, je fais attendez, je pense que Lin-Manuel Miranda, on a rien à carrer des sous-titres en français en fait. Puis qu'est-ce qu'il peut valider? Je crois pas qu'il parle français, donc après, il va pas trop. une fois j'avais vu des grilles d'adaptation pour les spectacles et t'es obligé de faire valider par les auteurs ou des ayants droit et t'as 3 colonnes, le texte original, ton texte français et la traduction de ton texte français. Oh wesh. Pour qu'ils puissent voir que ça fasse pas de Oui, contresens dans ton adaptation. Oui, donc il relie en fait derrière. Donc, Enfin, c'est Lin-Manuel Miranda lui-même qui regarde les petits sous-titres géorgiens de tous ces spectacles, mais Non mais tu vois, pour te dire à quel point ça a été fait à la va-vite, là on n'avait rien, c'est-à-dire que je pense qu'on a tous découvert la capta d'Hamilton avec les sous-titres en anglais quoi. Donc c'est con, mais tu vois, moi ça m'a pas sorti de l'œuvre, mais il y a des trucs que je comprenais pas forcément parce que quand même les sous-titres faut les lire très vite parce que vu que ça rappe, t'es là en mode voilà. T'as les yeux, t'en as un qui part à gauche, l'autre qui part à droite, mais oui, effectivement, mais cette captation, ça a été quand même un cas d'école, parce que tu te dis, en fait, ça aurait pu tomber aux mains de n'importe quel studio, parce que du coup, il faut savoir qu'il y avait Netflix, il y avait Warner, il y avait Universal qui étaient intéressés pour la diffusion de la captation, et là, du coup, qu'elle se retrouve sur une plateforme de streaming, alors, au grand bonheur de Disney, parce que du coup, ça a été le programme le plus regardé de l'année 2020, toutes plateformes confondues, je crois que le premier, c'était Wonder Woman 1984, qui est nul. Ouais, ce qui était nul. Et après, c'était Hamilton. Et du coup, j'ai pas les chiffres en tête, mais effectivement, c'était, je crois, plus de 20 millions de visionnages depuis la mise en ligne. Donc, c'est quand même énorme. Et ça a été un gros coup marketing pour Disney+, qui, en plus, a décidé de le sortir le jour de la fête nationale américaine. Donc, un 4 juillet, on sort Hamilton. Donc, déjà, il y avait le truc de tout le monde l'attendait pour 2021. Boum, on le sort en 2020. Donc, le coup marketing, il est génial. On le sort le jour de la fête nationale. Et en plus, l'international a le droit de le voir. En plus, je crois que Disney il avait essayé de faire en sorte de faire une sorte de campagne Oscar pour la capta d'Hamilton. Oui. Donc au final, ça a été rendu inéligible, ce qui est normal parce que ça n'avait rien à faire là. Mais même, ça a été nommé au Globe en film comédie musicale. Oui. Après, tous les interprètes ont été nommés au Emmy alors qu'en fait, on les a juste filmés sur scène. Mais vraiment ce côté en mode on va rendre tout le cast EGOT et c'était un peu bordélique. Après c'est toujours la stratégie de Disney quand elle essaie de dire regardez il y a un truc qui marche alors on va les foutre partout. C'est comme tous les studios, tu me diras, faut bien faire valoir aussi tes acquisitions sachant que t'as déboursé 75 millions, t'as envie de le faire rayonner ton machin. C'est vraiment le truc en mode est-ce qu'une captation de spectacle est une vraie œuvre cinématographique? Là c'est le débat est ouvert. Limite, Amy je comprends parce que ça reste un peu le petit écran.
ça reste un programme télévisé. Ouais. C'est vrai, Oscar, faut pas pousser non plus. Bah, après, t'avais une vraie volonté de rendre ça cinématographique, enfin, on va pas se mentir, mais je trouve qu'il y a des plans de caméra et des façons de filmer qui sont pensés pour le cinéma. Enfin, pensés pour un visionnage sur grand écran. Mais le Pro Shot a été un peu critiqué, enfin, dans le sens où il est pas super bien réalisé, où on voit pas très bien ce qui se passe sur scène ou les détails et tout ça. Et c'est vrai que quand t'as pas l'habitude des Pro Shots, t'es là, c'est bien, je peux voir ce qui se passe sur scène. Pour les personnes qui étaient un peu plus aguerries, elles disent à peu près ça, quoi, que il manque des choses, quoi. Disons que t'as pas vraiment de sensation d'ensemble, c'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est beaucoup de gros plans sur les protagonistes qui sont dans la scène. Alors que le cœur est aussi important que c'est ça, et surtout qu'en plus on n'a pas parlé d'un personnage à part entière du coup qui était The Bullet, du coup, joué par Ariana DeBose. La grande Ariana DeBose. Voilà. Et Romain est content, on a parlé d'Ariana DeBose. Et c'est pas moi qui l'ai tué. Donc. Voilà. Non mais voilà, à part ce personnage-là du coup de l'ensemble qui est un peu à part entière. Oui, que j'ai découvert moi, au moment de la captation. Voilà. J'ai fait ah oui, c'est vrai, elle symbolise en fait la balle qui va tuer Hamilton, etc. Mais le reste de l'ensemble, c'est vrai qu'on n'a pas une sensation de l'ensemble. Et puis même, c'est ce que j'aime bien dans la version scénique, c'est que ensemble aux rôles principaux, tout le monde fait partie d'une troupe, et même des fois dans des scènes d'ensemble, tu vois Angelica qui est au fond et qui fait la même chose que l'ensemble. Et c'est vrai que dans la captation, tu perds ce côté vraiment troupe. Et d'ailleurs, on le voit au salut, il n'y a pas de salut individuel. Oui. Tout le monde salue en même temps sur une même ligne, comme très tout le monde raconte l'histoire. Encore une référence. Chorus Line qui a commencé au Public Theater d'ailleurs, comme Hamilton. Oui, voilà. Mais du coup, c'est vrai que sur la capta, avec les gros plans sur les protagonistes, on perd. Après, c'est toujours très très dur de filmer des spectacles encore plus avec une richesse de mise en scène. Je suis d'accord, mais tu vois, en ayant vu la captation dans un premier temps et après de le voir à Londres, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient, par exemple sur la structure de la scène qui est quand même assez incroyable, justement cette structure en bois avec un balcon qui fait tout le tour de la scène où il se passe toujours un truc. Tu vois, enfin, il y a tout le temps quelque chose. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est ça, mais c'est ça, en dehors de l'escalier qui monte et qui descend, mais t'as toujours quelqu'un, tu vois, que ce soit des danseurs, que ce soit un personnage, des fois il se passe des trucs. Ou le décor au fond qui monte, enfin qui se construit au fur et à mesure que les États-Unis se construisent aussi. Enfin, t'as plein de symboliques. Et la table tournante, moi je suis tellement fan. Il y a plein de gens qui ont essayé derrière ensuite de mettre aussi des tables tournantes dans leur production parce que ça fait tellement bien, plein d'effets. Ça claque, ouais. C'est ça. Et maintenant il y a les doubles tables tournantes. Oui. Sur la Deathstone par exemple. Ah oui, c'est la Deathstone qui l'utilise. Oui. Je me souviens quand j'avais vu Hamilton à Londres, je crois que j'en pouvais plus de table tournante, je les ai vus dans Hamilton, dans le revival de Carolina Change, dans Addiston, j'étais en mode on arrête s'il faut. Même dans Starmania, le dernier. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié. Mais oui. Non mais enfin, après mais voilà. Ça marche bien, moi j'aime bien. Oui, non mais c'est efficace. Ça fait son petit effet quand même. Dans Hamilton, je suis d'accord que ça marche super bien et surtout c'est utilisé à bon escient. Enfin vraiment c'est super bien utilisé. Moi j'ai vu des productions un peu plus amateurs où il y avait des tables tournantes et qu'en fait comment dire, on entendait le moteur. Et là, donc quand ça tournait, ça te sort un petit peu de la pièce quoi. Non mais voilà, après la capta on en pense ce qu'on veut, je pense que ça a été une super opportunité pour Disney en tout cas et pour les gens, justement pour les fans et pour ceux qui voulaient le voir sans avoir les moyens. Je pense que c'est ça aussi que Lin-Manuel Miranda voulait, il a quand même exploité le truc, enfin en tout cas le spectacle entre 2015 et 2020, il y a eu 5 ans qui se sont passés, je pense que c'était aussi le temps de sortir un pro shot pour le spectacle et de dire ok donc là c'est bon, j'ai fait de l'oseille sur ce spectacle, je pense que... Je peux en faire plus. Voilà, non mais... oui bah je pense que les 75 millions, ouais il peut dormir tranquille, mais enfin voilà tu vois, je pense que c'était aussi nécessaire pour encore... augmenter la notoriété du spectacle auprès du grand public et pour ceux qui connaissaient pas forcément, tu tombes là-dessus sur Disney+, tu te dis bon bah vas-y je vais peut-être découvrir quelque chose, j'en sais rien tu vois, mais en tout cas oui super coup marketing. Et puis aussi bah il y avait d'autres choses qui sont sorties en plus de la captation, il y avait tout ce qui était les Hamilton Mixtape ou la 1000 Drops aussi qui ont été faites. Moi je pense notamment au duo qu'il y avait entre Lin Miranda et Ben Platt qui avait été avec You Will Be Found. Voilà, You Will Be Found et Story of Tonight. Qui en fait permettait de mêler deux gros succès de Broadway à l'époque, parce que Dear Evan Hansen a quand même été un gros succès à Broadway, à juste titre peut-être pour certains, pas trop pour d'autres.
N'est-ce pas, Romain? Mitigé. Non, ouais, moi quand j'avais vu Dear Evan Hansen, j'avais bien aimé. C'est après en y repensant, j'étais ouais, bon. Mais Voilà. on n'est pas là pour parler de ça. Non, mais ouais, oui. Pardon, moi je voulais rebondir. T'avais fini, Florian? Oui, vas-y. Mais rebondir aussi qu'on assiste à ce moment un peu historique pour Broadway parce que c'est un renouveau. Tous les 15-20 ans, t'as cette sorte de grosse œuvre qui va un peu changer la donne. Et aussi, petit point Sondheim, mais t'as vraiment Lin-Manuel Miranda qui prend la suite de Sondheim, qui devient le nouveau Sondheim plus ou moins. Et ça se sent énormément dans sa plume, dans ses paroles. On sent qu'il s'est abreuvé de Sondheim et que ça l'a inspiré. D'ailleurs, pendant l'écriture d'Hamilton, il avait contacté Sondheim pour savoir ce que Sondheim en pensait. Donc Sondheim lui avait dit écoute Coco, tu te calmes un peu sur le rap, faut que les gens s'amusent. Donc Miranda a revu sa copie aussi pour justement faire un truc qui soit divertissant et qu'on arrive à tenir plus de 3 heures avec du rap. Et bon, bah maintenant que Sondheim n'est plus parmi nous, bah on sent aussi que le flambeau a été passé et que Miranda exerce cette place-là, pareil comme Oscar Hammerstein après a donné le flambeau à Sondheim, bah Sondheim donne le flambeau à Miranda, et moi je trouve ça beau aussi cette continuité. Oui, comme il l'avait donné à Jonathan Larson auparavant. Et donc ce qu'on voit dans Tic Tic Boom, réalisé par Lin-Manuel Miranda, donc tout se recoupe. C'est ça. Ah mais Sondheim il existe vraiment? Non, mais je crois qu'en plus Hamilton avait quand même été adoubé par Sondheim, il me semble. Oui. Enfin, il avait validé le truc et tout en disant que c'était un des meilleurs trucs qu'il avait vu. Et que Lin-Manuel Miranda était un auteur de génie. De toute façon, ça a toujours été son protégé un peu, Lin-Manuel Miranda à Sondheim. Donc, comme en plus ils avaient fait West Side Story déjà ensemble avant. Ah, c'était avant Hamilton? Ouais, c'était en D'accord. 2009. qu'ils l'ont fait. 2009. D'accord. J'avais pas le détail. Mais C'était après In the Heights, c'est au moment de In the Heights ça. qu'il a dit tiens, peut-être Ouais. les textes espagnols, ça peut être pas mal. Bon, qui est une très bonne idée en plus, hein. Justement Spielberg l'a fait. Bon, on n'est pas là pour parler de West Side Story, c'est pour un prochain épisode, mais c'était super intelligent. Mais voilà, c'est vrai que Lin-Manuel Miranda, moi je me suis intéressé à son œuvre après justement Hamilton et In the Heights, pareil. Enfin, je trouve qu'il y a ce truc aussi de toujours mettre en avant l'Amérique d'aujourd'hui. Alors Hamilton, il le fait en parlant du passé. In the Heights, c'est vraiment l'Amérique d'aujourd'hui. Ouais. Avec en parlant de tous ces immigrés justement qui font l'Amérique. Et je trouve que c'est vraiment au cœur de son œuvre. Enfin, il y a vraiment ce truc de vouloir faire valoir et de montrer ses racines. Et que à quel point ça C'est une nouvelle voix, c'est ça qui est appréciable aussi, c'est que tu sens vraiment que Miranda il apporte quelque chose de son background aussi. Lui il est pas immigré, mais c'est son père qui est immigré par exemple, mais tu sens que c'est dans ses racines quoi. Et c'est là où je disais où Miranda il est un peu partout, et c'est vrai qu'il est un peu partout. Il pioche dans Broadway, dans le rap, dans ses racines, dans différentes cultures. Il y a même, en parlant de In the Heights, je sais pas si vous avez vu, où il reprend High School Musical, Bet on It, et qui se met à rapper, et c'était pour la promotion de In the Heights. Miranda est vraiment partout quoi. Mais en même temps c'est ce qui fait sa force quoi. Et chez Disney aussi maintenant, a composé la musique, Moana, La Petite Sirène, etc. C'est ça. Donc il s'est imposé dans pas mal de Il a fait d'endroits. Vivo aussi, Il a fait Vivo, un super dessin animé. Il a fait les musiques qui sont vachement bien. Ouais, il a fait Encanto récemment. Enfin, c'est magnifique. Non mais voilà. Enfin, moi je trouve que c'est un auteur. Bon, il a réussi à s'imposer chez Disney. C'est un peu le nouveau Menken Ashman. Enfin, on va pas se mentir. Là, c'est vraiment Disney s'est dit tiens, on a la poule aux œufs d'or, Lin-Manuel Miranda, qui avait déjà joué dans les productions maison comme Mary Poppins et je crois La drôle de vie de Timothy Green, si je dis pas de bêtises, un peu avant. Qui était dans Modern Family, enfin bref, il a beaucoup tourné dans l'écurie Disney, et là ils se sont dit tiens, c'est bien, il écrit des chansons, est-ce qu'on l'utiliserait pas pour écrire pour Vaiana, moi j'adore les chansons de Vaiana, Encanto, je trouve que c'est encore mieux parce que du coup il peut apporter une partie de son héritage culturel justement dans les chansons d'Encanto, il le dit, il le revendique. Bon, les nouvelles chansons de La Petite Sirène, voilà, on en a déjà parlé, ça c'est un autre sujet, mais... Écoutez voilà. L'épisode précédent sur La Petite Sirène. Voilà, c'est ça, écoutez, exactement. Mais voilà, moi je trouve qu'il apporte vraiment un truc comme tu disais Philémon, de renouveau, qui est assez cool. Et franchement, ça fait plaisir. Ou même, enfin, il écrit plein de choses dont on se rend pas compte forcément, mais par exemple, l'ouverture des Tony, c'était en 2016, je crois. Ah oui, par Neil Patrick Harris. C'est ça, ouais. Bah, c'est lui qui l'a écrit. Et je savais pas ça. C'est une meilleure ouverture de Tony Avec Awards. la partie rappée, là.
Exactement. Et il a fait aussi le numéro de fermeture parce que pendant toute la cérémonie, il était en train Ah d'écrire oui, le numéro ah. de fermeture, quoi. Il était en coulisses. Ah, mais il a fait ça. En plus, c'est un génie de l'impro. Enfin, il y a plein de vidéos de lui qui fait. Bah, il faisait partie d'un groupe d'impro dont le nom ne me revient pas tout de suite, mais à New York au théâtre, il avait une bande de potes qui faisaient de l'impro en rap. Donc c'est vraiment, encore une fois, une maîtrise du verbe absolument exceptionnelle. Puis surtout, il a quand même une maîtrise du rythme parce que ce qu'on disait tout à l'heure, donc il écrit, mais il réalise aussi ce qu'on disait avec Tic Tic Boom. Moi, je trouve que en termes, c'est très bien réalisé Tic Tic Boom. C'était excellent. Tic Tic Boom. C'est voilà, mais pourtant. Dieu sait que le projet était casse-gueule parce que mine de rien, enfin l'œuvre de base est quand même assez particulière. Oui, enfin, on va pas se mentir. C'est compliqué à adapter en un récit cinématographique classique. Quoi. C'est ça. Et moi, je trouve qu'il a fait quelque chose déjà parce qu'il s'est entouré d'une équipe, d'acteurs qui le jouent très bien. Enfin, Andrew Garfield, moi, je pense, a été volé de son Oscar, mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà. Et moi, je trouve que Tic Tic Boom, c'est vraiment un truc pour sa première réalisation. Il met la barre hyper haute et tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que le gars n'arrive pas à réussir dans sa vie? C'est ça. Non, mais c'est je voulais limite qu'il se foire là-dessus. Non, mais c'est ça, mais c'est hyper frustrant parce que tu dis, le gars sait écrire, il joue bien, tu vois, c'est pas non plus un grand acteur, mais il joue correctement, on va pas se mentir. Oui, non, mais c'est pas le pire. Et il a un truc. Il rappe, il chante, enfin, il fait il réalise il écrit une comédie musicale qui gagne le prix Pulitzer. C'est ça. Allez hop, c'est parti. Non, mais enfin, tu vois, c'est là que tu te dis quand est-ce qu'il va s'arrêter, le gars. Mais là, il y a un truc où qu'est-ce qu'il va faire next, quoi. Parce que là, on a eu une année où il y a eu Encanto, Tic Tic Boom. Enfin, on a eu l'année, j'étais là, mais Emmanuel, arrête-toi, tu vas faire un burn-out. Et là, effectivement, j'ai l'impression que là, il s'est arrêté, mais il s'est posé. Il va sans doute écrire sa prochaine comédie musicale. Je crois qu'il est en train de l'écrire, Je sais plus sur quoi c'est, mais... Il va être attendu au tournant, je pense. Ah oui, clairement. Je me dis, quand tu livres une œuvre comme Hamilton à Broadway qui cartonne et qui marque son époque, je pense que tu seras forcément déçu de ce qui va suivre, parce que pour moi, en fait, il y a tellement d'attentes autour du truc. C'est soit il livre un truc et il s'arrête après parce que tu te dis je pourrais jamais faire mieux et machin, soit effectivement ça se fait descendre parce qu'il y aura trop d'attentes vis-à-vis d'Hamilton, même si tu auras, je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais potentiellement 10 ans qui se seront passés. Les gens vont toujours avoir Hamilton en tête et se dire putain, non, c'est pas aussi bien qu'Hamilton. Surtout que là, il n'y a pas que le monde de la comédie musicale qui va le regarder, il y a un peu le monde entier, comme maintenant tout le monde connaît Hamilton. C'est pas comme quand il passe de In the Heights à Hamilton, quoi qu'il a fait Bridgerton entre temps, qui s'est bien planté, donc en vrai. C'est vrai. Il a fait que la musique, il a pas non plus écrit toute l'œuvre. Mais ça, après, c'est bien qu'on parle un peu d'In the Heights, c'est vrai que comme Hamilton a tellement pris tout le spotlight là-dessus, c'est vrai qu'on oublie In the Heights, qui n'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais qui reste une œuvre très attachante, je trouve, et avec une très très belle partition. Oui. Bon, que le film a un peu massacré, mais ça, c'est un autre débat. Mais encore un avis tranché. Moi, je l'aime bien, ce film, mais c'est parce que j'ai pas vu l'œuvre de base. Il y avait beaucoup trop d'argent dans ce film, ça n'allait pas. Et c'est John M. Chu qui réalise Wicked après. Ouais, mais j'ai aucun affect avec Wicked. Ouais, mais Wicked, c'est plus grandiloquent dans le bon sens du terme, hein, donc je pense que John M. Chu peut... Enfin, on part sur un sujet, mais... on dérive un peu. Mais aussi, si vous voulez découvrir une petite œuvre de Lin-Manuel Miranda, je crois que c'était juste après In the Heights, je crois. Il a composé une comédie musicale de 20 minutes, qui est disponible sur YouTube, qui s'appelle 21 Jump Street. Oui, j'en avais entendu parler, qui est une parodie de 21 Jump Street, c'est ça? C'est ça, et en fait, c'est l'histoire d'un étudiant qui tombe amoureux d'une nana dans sa classe. Mais en fait elle est sous couverture, c'est une flic qui est sous couverture pour trouver des dealers de drogue, et du coup lui il va acheter de la drogue pour pouvoir l'impressionner et il se fait enfermer à la fin. Mais c'est juste 20 minutes, mais rien que ça c'est vachement cool. Je l'écoute très régulièrement parce que elle est disponible sur Spotify aussi. 21 Jump Street, c'est à découvrir. Non mais voilà, tu vois, le gars même sur les petits projets il arrive à pas se planter. Enfin moi c'est ça qui est frustrant, c'est que vraiment quand est-ce qu'il va s'arrêter? Enfin, vraiment, il a quoi? Il a quarantaine, je pense, un truc comme ça. Enfin, il touche à tout, et c'est assez... je sais pas. C'est assez impressionnant de voir les talents qu'il a, ce gars, et quand est-ce qu'il va... Enfin, tu te poses la question, quand est-ce qu'il va s'arrêter, sachant qu'Hamilton a tout raflé, et que maintenant, il rafle tout, effectivement, avec d'autres projets, mais avec plus ou moins de succès. Mais quand même. J'espère juste un peu qu'il va s'éloigner de l'écurie de Disney. Pas que c'est une mauvaise chose, parce que Disney fait de formidables compositions. Mais je pense que Disney n'a pas besoin de Miranda. Enfin, Disney devrait développer son univers sonore et ne pas développer l'univers sonore de Miranda chez Disney. Ouais. Je sais pas si je me fais comprendre. Si,
Et peut-être Miranda moi, lui-même je n'a pas peut-être- forcément besoin de Disney pour Mais moi, j'ai continuer sa route. Moi, j'ai quoi. peur surtout qu'il s'enferme dans un truc très répétitif, parce qu'on va pas se mentir. Exactement. Enfin, là, les derniers temps, avant que Lin-Manuel Miranda arrive chez Disney, il y avait quand même une répétition dans la musique chez Disney qui était assez, voilà, enfin, pas ouf. Enfin, moi, je sais que Réponse et la Reine des Neiges, j'ai du mal avec la partition. J'aime beaucoup Réponse mais la Reine des Neiges, par contre, j'ai plus de mal, quoi. Tu vois. Non, rien. Non, j'ai pas entendu. Tu t'es fait juger. Excuse you. Non mais voilà, tu vois, enfin, je trouve que c'est Lin-Manuel Miranda avec Vaiana a réussi à rapporter un peu de quelque chose de nouveau là, comme Ashman à l'époque et Menken avec La Petite Sirène et La Belle et la Bête, quoi. C'est ça. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur Hamilton ou pas? Moi, j'ai une toute petite anecdote Vas-y. pour encore montrer que Hamilton dépasse les frontières de Broadway. C'est mon compagnon, il est head developer pour une application. Et un jour, je reçois un texto de sa part. Il fait, je crois que j'ai un de mes développeurs qui a caché une référence à un musical dans le code. Je fais même quoi? Et il fait ouais, parce qu'il y a un code, il y a un nom de programme. Je connaissais pas le nom, donc j'ai cherché. Et je crois que c'est une comédie musicale. Et là, il m'envoie et c'était le nom du programme, c'était Aaron Burr. Développeur. Je sais pas, on sait pas pourquoi. On n'a pas réussi à découvrir le mystère, mais dans ses lignes de code, ils ont caché une petite référence comme ça à Hamilton. T'es là, mais ok. Hamilton est partout. Exactement, même dans le développement. Non mais c'est ça, enfin, moi de toute façon je suis assez admiratif de voir que même autour de moi, tu vois, il y aura toujours des références à Hamilton, sans forcément que ce soit dans le milieu musical, mais quand tu regardes ne serait-ce qu'un programme ou un film ou n'importe quoi, une série, t'as l'impression que... Oui, c'est rentré dans la culture Ouais, populaire. c'est quoi. ça, comme d'autres œuvres justement de Broadway ou musicales sont rentrées dans la culture populaire. Maintenant, Hamilton, c'est presque devenu un élément de langage, quoi. Et j'ai envie de dire, soyons heureux que Glee n'existait pas à l'époque d'Hamilton. Oh mon Parce que Dieu, parce sinon, qu'on Ça aurait aurait été gênant les reprises de, tu sais, Will Schuster Will qui rappe Schuster très qui mal. rappe Hamilton, ça aurait été une horreur. Oh putain, j'avoue. Donc ça m'a fait penser, pendant Anne Murphy, c'est dans Scream Queens, il y avait un épisode où ils font une soirée d'Halloween et en fait tout le monde arrive déguisé en Hamilton. Oui. On pense avoir une idée super originale. C'est vrai. Exactement. Mais alors là, avec les nouvelles intelligences artificielles, tu peux être sûr qu'il y a des internautes qui ont créé des covers de Glee de Hamilton version Glee. Ça, on va la voir Si vous nous en écoutez, mauvais rap de Will Schuster. voilà, c'est ça. Si vous nous écoutez, surtout ne faites pas ça chez vous. Merci. Et Michel va nous chanter Bird maintenant. Et dans le genre influence, est-ce qu'on parle de Molière, l'opéra urbain, Ah oui. qui se joue très bientôt là, j'espère et qu'on- qui est, qu'on- alors déjà sur le visuel, c'est une copie vrai. C'est une copie de mais visuel d'Hamilton. vraiment pas cachée. Hein, c'est Pas vrai. caché. Ouais, Et j'ai les vu mêmes quelques, couleurs. parce qu'il y a eu Ouais. une présentation à la presse, il me semble, et du coup j'ai vu quelques images, et même musicalement et même visuellement sur la scène, enfin ça semble vraiment être très proche. Et c'est surtout qu'en plus, même dans la nomenclature du projet, enfin, faut pas oublier que Hamilton, au début, c'était Hamilton, an American Musical. Là, c'est vraiment Molière, l'opéra urbain, quoi. Enfin, Ouais, et donc urbain, Exactement. donc rap, Oui. donc vraiment pour se rapprocher, c'est très étonnant que ça soit à ce point-là. Je comprends qu'on s'inspire, c'est normal, ça a été un succès, Ouais, et tout, mais mais là- là, à ce point-là. Oui, mais là, fait copier-coller, hein. ouais, c'est du copier-coller et c'est gênant en fait pour le projet parce que t'as l'impression qu'il n'arrive pas à développer une identité visuelle propre. Enfin, Je après, trouve aussi. Mais au Il y a moins, ce qui peut-être m'a un film à rassuré, prendre c'est vu qu'ils que Hamilton avaient... n'est pas connu. Ouais. Non, vas-y. Donc, ce qui m'a rassuré, c'est qu'ils avaient fait un post Instagram à un moment avec toute la troupe qui faisait une reprise justement de Alexandre Hamilton. J'étais bon, au moins ils sont conscients de l'éléphant Ah dans oui, la c'est pièce assumé. et ils Ah non, mais voilà, ils y c'est- vont quoi. mais c'est totalement assumé parce que c'est vrai que les premiers visuels faisaient, en mode, là, vous faites du plagiat, les gars. J'ai rien contre la troupe de Molière ou les créatifs de Molière Moi non plus. là-dessus. Voilà, on se dédouane tout de suite, mais. En soi, c'est vrai que pour moi, dès l'annonce du projet et la première affiche, je me suis dit, ça me rappelle très très vaguement quelque chose. Moi, je me souviens, Et je m'étais moqué gentiment à l'époque, je sais pas à qui j'avais dit, j'étais là, quel est ton nom? Jean-Baptiste Poitvin. Et franchement, j'ai vu les extraits récemment, et c'est pas exactement ça, mais c'est pas loin quand même. Il dit, je suis Jean-Baptiste Poquelin. Et Mais en machin, plus, et il franchement, semblait, est-ce qu'il n'avait pas été annoncé, enfin peut-être dans le milieu, mais il n'avait pas été annoncé même avant qu'il y ait la capta, qu'il y ait le pro-shot Ça, je sais d'Hamilton. plus. Je sais Je sais plus. plus. Il me semblait que justement à l'époque, je me suis dit, comme Hamilton n'est pas connu en France, effectivement, il y a un marché pour essayer d'apporter un Moi, j'ai Hamilton français parce que les gens ne le connaissent pas. souvenir que l'annonce du projet s'est faite bien après, je crois que c'était 2021, si j'ai pas. Je sais plus. Après, je reste curieuse de voir Non, ce que ça franchement, peut c'est donner. Non, non, bien sûr, mais c'est cool de voir des spectacles comme ça en France, mais effectivement, moi, c'est vrai que là, pour le coup, le matériel de communication reste quand même très inspiré d'Hamilton et le spectacle a l'air quand même assez inspiré d'Hamilton. Après, peut-être qu'on se trompe, hein, Oui. c'est vrai qu'on a.
on a assez peu de créations à gros budget comme ça en France, on va pas les descendre avant qu'elles se montent. C'est Tout à clair, fait. non mais c'est clair, mais voilà, en tout Non, cas... mais c'est pour montrer en tout cas l'influence d'Hamilton Ah oui, clairement. partout, quoi. Oui, puis même, enfin, c'est surtout étonnant que ça arrive en France, quoi. Enfin, vraiment, et puis même que du coup, on en a parlé tout à l'heure, mais que le cours Florent en face, justement, le monte avec ses élèves, je crois, de 3e année, si je ne dis pas de bêtises. C'est quand même étonnant parce que du coup, bon, après, ils ont quand même un panel assez large parce qu'ils avaient monté Titanic une année aussi et tout, qui est pas très connu. Mais là, que ce soit Hamilton et surtout que le texte soit entièrement traduit, c'est quand même assez ambitieux pour des étudiants de jouer ce musical qui est quand même encore dans toutes les mémoires, quoi. Et même aussi que, comme moi je l'avais vu avec le club comédie musicale de Sciences Po, qui est pas du tout une école spécialisée de la comédie musicale, Ouais. et je l'ai vu, c'était en 2018, donc c'était bien avant le ProShot et tout, donc ça prouve que ça a encore traversé Les temps. les sphères de la comédie musicale. Ah, mais je pense que ça traversera encore, tu vois, enfin, il y aura plein de... Je pense qu'on est encore, tu vois, sur la période de stabilité où on en parle encore, où c'est encore d'actualité, où effectivement, il y a des gens qui essayent encore d'avoir des places à Broadway ou à Londres. Enfin, moi, en tout cas, quand j'y suis allé cette année, tu vois, la salle était complète. Enfin, Mais oui. et pourtant, j'y suis allé un soir je crois que c'était un samedi soir, donc vraiment, tu vois, le truc où tous les Londoniens sortent, machin, c'était vraiment complet. C'est-à-dire que là, pour le coup... Et j'ai discuté un peu avec les ouvreurs au théâtre qui me disaient, mais en fait, on est complet quasiment tous les soirs. Enfin, il reste quelques places le soir même au box-office. Mais en soi, on remplit, on fait salle compte tous les soirs. Ça devient moins difficile d'y aller, mais c'est quand même complet tout le temps. Oui, mais si tu réserves un mois en avance, tu peux être sûr d'avoir des places c'est pas ça. trop chères. Mais effectivement, oui, si tu te pointes le matin même au box-office ou au kiosque Tickets, je suis pas sûr que tu aies des places. Ah oui. Mais voilà, pour dire à quel point c'est encore hyper populaire. Et alors, est-ce que vous pensez, je trouve que ce serait compliqué, mais qu'il pourrait y avoir un projet d'adaptation au cinéma? Ça a déjà été discuté, Moi, je crois. veux pas. Mm. Ça marchera pas. Non, je pense que c'est trop pour un moi, truc c'est- de théâtre. Enfin, Oui, c'est théâtral. C'est trop théâtral en fait pour être adapté au cinéma et je pense que ça... Autant tu vois quand t'as des œuvres qui assument le côté théâtral machin, mais là on parle quand même d'une œuvre qui pourrait être une fresque historique au cinéma et autres. Un peu comme Napoléon un peu dans le style de Napoléon de Ridley Scott là qui va sortir au cinéma. Pour moi je le vois, j'envisage un peu comme ça. Mais en soi le côté mais théâtral ça, fonctionnerait. avec du rap, mais fonctionnerait pas du tout, début quoi. à la fin, C'est ça. sûr. In the Heights, même si on peut aimer plus ou moins le film, se prêtait quand même au médium cinéma. Oui. Tandis qu'Hamilton, effectivement. Et surtout, dans les adaptations en film, les réalisateurs et réalisatrices n'aiment pas le solo qui est, comment dire, sur scène, quand un comédien ou une comédienne fait son solo, il ou elle peut se permettre de chanter au public, parce Ouais. que c'est le théâtre. Au cinéma, Et quand c'est ça hyper en- dur de faire ça. Voilà, tu peux pas chanter à la caméra, par exemple. Tu dois trouver une astuce il y a beaucoup de, du coup, je vais chanter et marcher en même temps, ou faut rajouter des personnages dans la pièce, quelque chose comme ça. Là, avec Hamilton, ça a bonne chance pour adapter ça en film, parce que comment tu vas faire en sorte de rajouter un mur, justement, de faire, d'enlever le public, quoi. Ouais, c'est ça, mais pour moi, en fait, c'est encore une fois la preuve que tout n'est pas adaptable au cinéma. Enfin, pour moi, Hamilton doit rester dans le médium scénique, parce que pour moi, ça serait pas du tout la meilleure chose qui puisse lui arriver. Ça a été discuté, effectivement, mais même avec n'importe quel réalisateur de talent, hein, je suis pas sûr... Même si tu confiais le projet à Spielberg, je suis pas sûr qu'il arrive à en faire quelque chose, ou alors vraiment, ce serait qu'il ait une idée de... Non, mais tu vois, qu'il est... Enfin, on peut avoir chacun son avis sur le remake de West Side Story, mais pour moi, même Spielberg, je pense, serait pas capable, effectivement, de... Ou alors, le réalisateur en question trouve une idée de génie pour adapter le truc. Je pense que scène par scène, il pourrait trouver des manières de les mettre en scène, mais je pense que l'ensemble serait peut-être un peu ridicule. Ouais. quand Ça même. deviendrait un film de Rob Marshall. Non, mais pire, Pense ça pas se la trouve, en fait, Moon. Vraiment. ça Là, se trouve, non, mais ça se trouve, Miranda lui-même va le réaliser et encore une fois, il va réussir, tu sais, parce que le défi improbable et finalement, il y arrive aussi. En vrai, on a dit il y a 10 minutes que Tic Tic Boom, c'était hyper dur à adapter au cinéma. Et Oui, c'est vrai. Il l'a fait, Finalement, hein. ça a Il l'a marché. fait. On disait ça de 4 et ça n'a pas marché. Mais Oui, mais encore une fois, 4, ça aurait dû rester au théâtre ou ne jamais voir le jour. Et encore, Allez. non, je rigole. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire du coup? Je pense qu'on a beaucoup dit. moi, je l'ai juste Vas-y. un mini coup de gueule comme ça. On va pouvoir dire que j'ai des avis tranchés. Mais je me souviens à une époque, quand il commençait à chercher une nouvelle distribution pour Hamilton à Broadway, Lin-Manuel Miranda avait dit quelque chose comme quoi il était ouvert au fait que
les rôles soient ouverts à tous les genres. Et que par exemple, Aaron Burr pouvait être joué par une femme ou des choses comme ça. Ouais. Ça n'a jamais été fait depuis. Donc, Ça serait cool. J'attends. J'avoue que ça serait cool. Parce qu'on a une grande diversité ethnique sur scène, mais en termes de genre, ça reste très classique avec... plus comme il y a quand même très peu de rôles féminins, ça serait bien d'élargir ça. Ouais, puis même, tu vois, il y a plein de personnages qui pourraient s'y prêter. Lafayette, par exemple, je trouve que ça s'y prêterait super bien fait par une femme aussi. Enfin, tous les personnages... Quand on voit, je reviens encore là-dessus, mais ils ont fait un revival il y a pas longtemps de 1776 avec un cast entièrement féminin ou non-binaire ou transgenre, qui s'identifie au genre féminin. Bon, ça n'a pas très bien marché, mais au moins il y a eu cette tentative. Oui. Donc, peut-être pour un revival d'Hamilton, justement. Oui, pourquoi pas. Dans 25 ans. Si vous êtes des futurs producteurs ou metteurs en scène, on vous a soufflé l'idée, ne nous oubliez pas pour les royalties, surtout. Non, mais je comprends, c'est vrai que pour le côté diversité, effectivement, pour Hamilton, qui est un show qui prône la diversité, en tout cas ethnique, on va dire, qui a un ensemble et un cast assez, de toutes les origines. Oui. C'est vrai que c'est un peu hypocrite là-dessus, quoi. Et globalement, tout le monde est bien foutu aussi. Donc, oui, c'est vrai que t'as pas de... C'est vrai qu'on n'a pas de personnages gros les Eliza, elles sont toutes handicapés. Oui, aussi. Peut-être on pourrait en trouver dans certaines productions. Je pense à... je crois que c'est... Lafayette Jefferson qui a été joué par James Monroe Eaglehouse, qui est gros, quoi. Un peu dans mon point. Mais c'est vrai que quand tu regardes le cast de base, ils sont quand même tous beaux gosses. Mais c'est tous des mannequins, on va pas se mentir, c'est tous des gens, ils sont comme ça, ils sont fins, Mais oui, mais il avait pas joué à Washington plutôt Ah, peut-être Washington. Ouais, parce que je crois qu'il était en... Jefferson. Non, parce que justement ça m'a surpris parce que je l'aurais plus vu en Washington. J'ai un doute. Parce que moi il me semble qu'il était aussi... il avait pas fait à Londres à un moment donné. À moins qu'il ait fait la doublure de l'un puis joué l'autre. Ah, peut-être, ouais. Parce que moi j'avais souvenir que c'était plus Washington pour le coup. Ok. Après je peux me tromper, mais... J'ai vraiment une vision de lui dans le truc violet, donc... Ah, peut-être. Mais bon. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous le dire. Nous, on est preneurs. Et comme ça nous prouvera que vous avez écouté jusqu'au bout. C'est exactement ça. Parce qu'on sait jamais, en fait, si vous avez écouté. Enfin, si, moi je le sais, mais les autres, non. Est-ce qu'on peut conclure ici ou est-ce qu'on a d'autres choses à dire ? Un petit shout-out à tous les interprètes exceptionnels. On n'a pas mentionné Christopher Jackson, chanteur absolument incroyable. On a à peine dit que Leslie Odom Jr. est génial. Était fabuleux. Ty Diggs, qui a eu le Tiny, quand même, ne l'oublions pas. Ouais. Et comme... pas Ty Diggs. Oui, parce que j'allais dire Ty Diggs, c'est autre chose. Ty Diggs, c'est Rent. Oui, c'est ça. Non, David Diggs. David Diggs, qui est exceptionnel. Alors qui, pour le coup, lui est rappeur à la base. Ouais. Mais même lui, pendant la promo de La Petite Sirène, il avait dit que, en fait, moi, je suis pas du tout comédien. C'est parce que mon pote Miranda, il voulait que je le fasse. Donc, du coup, j'ai fait Hamilton. Et puis, d'un coup, voilà, je me retrouve maintenant. Et lui, il a un débit de dingue. Et c'est même ça qui a fait que pour Gun & Chips, Miranda a même rajouté des verses parce qu'il adorait il adorait voir David Diggs rapper, et du coup c'est devenu la chanson avec le plus de mots à la minute. Incroyable. Il était détenu avant par Sondheim. Allez, reprends Sondheim pour Company avec Getting Married Today. Bien sûr. Puis on a oublié Anthony Ramos aussi parce que le pauvre qui a fait des mauvais choix de carrière par la suite, mais bon ça... je suis désolé, commencer dans Hamilton et terminer dans le dernier Transformers, ça fait un peu chier quand même. Faut manger. Oui, il faut manger. Non, mais moi je l'aime bien en plus, donc... Moi aussi j'aime bien, ouais. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je pense qu'on peut conclure cet épisode. On a dit beaucoup de choses, donc on va le clôturer. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison, en tout cas. Et merci à tous les chroniqueurs de m'avoir accompagné. Merci Romain, merci Philémon d'avoir été encore là. Mes éternels soutiens, en fait. C'est mes piliers. Avec plaisir. Si tu me donnes un shot. Mais on attend toujours que tu viennes en présentiel. Hein. Moi, j'attends toujours que tu sois là un jour. Hein. J'espère que cette année, ça pourra se faire. Peut-être si on le prévoit à l'avance, je ne sais pas. Je vais essayer, oui. C'est cool. Yes. On débarque en Belgique. Voilà, où on débarque en Belgique. On peut la place, moi. Voilà, on va faire un enregistrement en Belgique. Le rendez-vous est pris. Merci aussi Anna de nous avoir accompagnés. En tout cas, on était très heureux de t'avoir avec nous pour notre rentrée. Et où est-ce qu'on peut te retrouver
retrouver, toi, du coup Alors, vous pouvez retrouver donc mon podcast All That Jazz, qui est donc consacré comme celui-ci à la comédie musicale sous toutes ses formes, toutes les périodes, tous les pays, mais quand même surtout les États-Unis. Donc, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et on est sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Ok, bah écoutez, si vous voulez aller découvrir All That Jazz, n'hésitez pas. En tout cas, nous, on vous le conseille, que ce soit Romain, Merci. Philémon ou moi. Vraiment, allez-y, c'est hyper intéressant et ça vous... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur la comédie musicale. Et c'est ce qui m'a aussi un peu donné envie de me lancer dans l'aventure podcast. Ah, ça fait plaisir, ça. Donc voilà, merci à toutes les deux, que ce soit à Fanny ou à toi, et c'est toujours un plaisir de vous suivre. Bah, quant à nous, Musical Avenue, le podcast, Anna m'a un peu mâché le travail, parce que du coup, elle a dit ce que j'allais dire, mais c'est toujours disponible sur toutes les plateformes d'écoute. On est sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict. Vous pouvez évidemment retrouver tous les épisodes de la saison 1, que ce soit sur Rob Marshall, que ce soit sur Cats, enfin tout ce qu'on a fait la saison dernière. Et Cindy, évidemment. Comment oublier Cindy. Et les nouveaux épisodes qui sortiront tout au long de l'année sur les mêmes plateformes, en fait. Et en ce début de saison 2, on en profite pour vous remercier, vous les auditeurs, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait plaisir. Merci. Vous avez été énormément nombreux à nous écouter aussi cet été et on vous remercie. Et si vous souhaitez nous soutenir, parce que c'est hyper important pour qu'on continue à le faire, parce que voilà, on prend sur notre temps, faut le savoir, et puis voilà, c'est quand même de l'organisation derrière. Il y a un peu d'organisation. Et vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Donc je crois qu'Apple Podcast et Spotify le font, peut-être pas Deezer, mais bon, si vous êtes sur Spotify et Apple Podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles ou la note que vous voulez, tant que c'est pas... Pour All That Jazz aussi, au passage. C'est ça. Tant que c'est pas du 0 ou du 1, on est preneur. Bon, même un 2, ça fait mal, mais on est preneur aussi, c'est pas grave. Mais n'hésitez pas à nous laisser des commentaires aussi pour dire si vous avez aimé, si vous avez moins aimé. Enfin, on entend tous les arguments. Et puis surtout, parlez-en autour de vous, ça c'est hyper important pour nous. En fait, ça nous permet de vivre et ça nous permet aussi de faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Et potentiellement, ça peut les intéresser. Donc, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un épisode à glacer le sang, puisqu'à l'occasion d'Halloween, on va parler des comédies musicales horrifiques en compagnie d'un invité dont la chevelure ferait pâlir le cousin machin de la famille Adams. En attendant, on va clôturer cet épisode. Merci de nous avoir écoutés et au mois prochain. Salut! Salut! Salut. Every other founding father story gets told. Every other founding father gets to grow old. And when you're gone, who remembers your name? Who keeps your flame? Who tells your story? Who tells your story? Who tells your story? Eliza, I put myself back in the narrative. I stop wasting time on tears. I live another 50 years. It's not enough. I interview every soldier who fought by your side. She tells our story. I try to make sense of your thousands of pages of writings. You really do write, but you're running out of time. I rely on Angelica. While she's alive, we tell your story. She is buried in Trinity Church near you. When I needed her most, she was right on time. And I'm still not through. I ask myself, what would you do if you had more time? The Lord in His kindness, He gives me what you always wanted. He gives me more time. I raise funds in D.C. for the Washington Monument. She tells my story. I speak out against slavery. You could have done so much more if you only had time. And when my time is up, have I done enough? Will they tell your story? Oh, can I show you what I'm proudest of? The orphanage. I established the first private orphanage in New York City. The orphanage. I helped raise hundreds of children. I get to see them growing up. In their eyes I see you, Alexander. I see you every time. And when my time is up, have I done enough? Will they tell your story? Oh, I can't wait to see you again. It's only a matter of time. Will they tell your story? Who lives, who
who tells your story? Will they tell your story? Lives and eyes, who tells your story?